50e émission de Bug. Et accessoirement, la dernière, oui, vous avez bien entendu, après ça, on ferme la boutique. Fin baisse de rideau. Je suis Alphonse Dadet, votre hôte depuis le premier numéro. Bon, j'étais absent une fois, rappelez-vous, c'était la meilleure émission. Et je suis accompagné de mes deux fidèles acolytes. Alors attendez, je vais quand même rappeler pour la dernière fois, les gars et les filles, le principe de l'émission. Nous sommes un podcast et nous parlons de séries et de films que nous avons vus et aimés ou détestés. Et donc, je suis accompagné de Bastien. Salut Bastien. Hey, salut à toi qui écoute Bug bien des années plus tard. Mais où étiez-vous de notre vivant? Vincent Van Gogh, Claude Monet, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Galilée, Friedrich Nietzsche, Nick Drake. La liste de ceux qui ont été reconnus après leur mort est fournie. Bug va-t-il les rejoindre? Seul le temps nous le dira. En parlant de temps, pour vous resituer temporairement, Bug, c'est une histoire qui commence avec le Penelope Gate, rends l'argent, et qui va jusqu'à la crise des Gilets jaunes. Période instable et chaotique, un monde à l'image de l'actualité cinéma qui nous aura été proposé. Pas toujours facile. Il fallait être un peu fou pour faire ces 50 podcasts qui aura souvent bien porté son nom, Bug. Et il fallait sûrement être encore un peu plus fou pour écouter ces 50 podcasts. Mais quelle aventure! Je vous aurais suivi, mon frère, mon capitaine, mon roi. Mais c'est vrai qu'en fait, avec tes intros, on peut resuivre un peu l'histoire de France, quoi. Oui, c'est pas mal. C'est ça qui est beau. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions déjà dès le début de cette émission, et là, je pense que ce n'est pas fini. Et donc, le dernier acolyte, c'est Seb. Salut Seb. En léger différé des salons où on enregistre pour la 50e et dernière fois sur internet, c'est Bugreur Quiz. Avec ce soir, celui qui est un peu notre Jérôme Commandeur à nous, à savoir qu'on aime bien l'avoir dans l'émission parce qu'il est très sympathique, mais il n'est pas très bon animateur, Alphonse Dadet. Face à lui, notre Jonathan Cohen buggien, c'est-à-dire qu'il remue dans tous les sens, il a toujours quelque chose à dire pour se faire remarquer, mais au final, il tape toujours à côté, c'est Bastien. Et pour présenter cette émission, un érudit magnifique, une bête de scène jusqu'à son physique rigolo, qui se présente tellement bien qu'on pourrait croire qu'il est l'auteur de ces lignes, c'est Grumpy Moire. Bonsoir et bienvenue dans cette émission alternative de Bug qui viendra s'incruster de temps à autre. Alors mes invités, comment vont-ils? On a l'équipe Moutarde avec Alphonse et l'équipe Harissa avec Bastien. Ouais, ça va, moi je suis content d'être là, j'espère gagner. Moi j'ai l'anus un peu en feu, mais ça va. Oui, bah, c'est le côté Harissa, je suis désolé. N'en prends pas trop. Hein. Donc on va directement passer au toss. Et on va voir donc celui qui a la plus grande langue. Sortez-les que je vois un peu. Bastien, on a dit la langue, range ta bite. Et du coup, c'est Alphonse qui prend la main. Yes, c'est parti. C'est Camoulox? Non, pas vraiment. Alors qu'est-ce que je dois faire? On passera au nugget tout à l'heure. Hein. D'accord, donc je balance le programme de l'émission. Donc je te relance en fait, parce que le programme va être copieux aujourd'hui, encore plus que d'habitude. On va certainement approcher les 1h30 d'émission. On tient à vous prévenir tout de suite les gens. Si vous pensez aller vous coucher au début de l'émission, je pense que c'est mort. Donc, ou alors peut-être que justement on va être extrêmement chiant et qu'ils vont se dire « Ah tiens, je vais écouter » et boum, dormir. On peut vous le dire maintenant, pour la dernière, on vous a préparé une spéciale Ingmar Bergman. Et d'ailleurs, j'en profite pour rendre un hommage à son actrice décédée aujourd'hui, Bibi Andersson, à 83 ans. Donc voilà, c'est fait. Et donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec la première chronique que Connerie, Seb... t'allais dire, non? Une chroniquerie que Seb va nous faire, et c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Tu as voulu finir en apothéose, Seb. Je te laisse la voix, la main, tout ce que tu veux, la bite. Et ouais, quand j'ai décidé de parler de la série dans l'émission, plus ou moins au même moment, ces gros dégueulasses de chez Netflix ont annoncé la mise en chantier d'une adaptation américaine de Cowboy Bebop. Au moment où j'ai enfin commencé à écrire pour cette fameuse émission, en sachant quand même que ça fait plus d'1 an que j'ai annoncé, que j'ai commencé en tout cas à vouloir en parler et que je vous en avais parlé à vous, les mecs ils ont annoncé le casting. Donc après avoir vomi 5 fois, je me suis dit que je ne pouvais plus reculer parce qu'il me fallait vous expliquer en quoi cette adaptation n'a aucun intérêt. En plus, dans le casting annoncé, il n'y a pas Ed. Et là, je comprends pas. Bref. Donc, Cowboy Bebop est un animé japonais créé par Hajime Watate. Je suis pas exactement certain de la prononciation et ce sera à peu près pareil pour tous les noms japonais qui vont être dans l'émission.
qui est un pseudonyme collectif pour les membres de l'équipe de Sunrise. La série est composée de 26 épisodes de 25 minutes, diffusés de 1998 à 1999. Donc, oui, la série a eu 20 ans l'année dernière, et c'est magnifique. Parce qu'elle est toujours aussi magnifiquement culte et adorée, donc ça fait plaisir. Et ainsi que d'un film sorti en 2001 et dont les événements se déroulent entre les épisodes 22 et 23, chose que l'on sait de par des personnages secondaires apparaissant dans le film alors qu'ils s'en iront dans l'épisode 23. Et le tout est réalisé d'une main de maître par le génial Shinichiro Watanabe. Et là je suis certain de la prononciation. Alors, avant de vous dire de quoi ça parle, il faut savoir que Cowboy Bebop est bien plus que son pitch. En fait, autour de la série, il y a tout un univers qui a été créé, mais à peine une infime partie est mentionnée dans la série. La colonisation du système solaire, par exemple, suite aux événements survenus sur Terre. Pour faire simple, il y a ce qu'on appelle des gates, portes donc, permettant le voyage en hyperespace. Suite à un accident, un morceau de la Lune s'est fendu, des débris se sont écrasés sur Terre, tuant plus de 4 milliards de personnes. Ce genre de choses, il y en a pléthore. On a les organisations criminelles, les raisons qui ont poussé les gouvernements fragilisés à réinstaurer les chasseurs de primes, comme à l'époque de l'Old West, les drogues, la technologie, voire même son absence. Bref, des sujets en masse qui mériteraient chacun d'être adaptés en long et en large pour pouvoir raconter toute l'histoire. En gros, pas besoin de réadapter l'histoire et les personnages qu'on connaît, ce qui est suicidaire compte tenu de la popularité de ceux-ci. Il y a matière à faire et dans tellement de genres différents. Prenons juste les Red Dragons, une organisation criminelle dans laquelle a fait partie Spike, le héros de la série, et son ennemi juré, ami alors, Vicious, ou encore la guerre de Titans dont prendra part Vicious ainsi que Vincent Volajou, le bad guy du film. Bref, tout ça, toutes ces choses qu'on ne voit pas dans la série, ça fait partie intégrante d'elle. Ces petites choses à peine mentionnées et qui seront suivies par un plan sur un regard ou que sais-je encore, c'est en partie le cœur de Cowboy Bebop parce que ce simple regard définit un personnage. Cowboy Bebop, c'est ça. C'était du grand cinéma sur un écran de télé au format 4 tiers où on te raconte plus de choses par l'image que par le dialogue. Donc, pour revenir sur l'explosion de la Gate, c'est cet accident qui amène les humains à quitter la Terre pour coloniser les autres planètes du système solaire et principalement Mars. Et c'est là que l'histoire qui nous intéresse se déroule, en 2071. On suit l'équipage du Bebop, Spike Spiegel et Jet Black, deux chasseurs de primes un peu éternels losers qui ont toujours la dalle parce que jamais d'argent, et ils seront très vite rejoints par Faye Valentine, Edward et Hein, le chien. Car oui, même le chien est génial dans cette série. Il est génétiquement modifié, faut préciser aussi. Et donc il est super intelligent. Et c'est un bon comic relief avec Ed. C'est un magnifique duo. Je recommande tout ça dans toutes les séries, tous les films. Faites un enfant et un chien en duo et ça va être bien. Donc chaque épisode suivra l'équipage à la poursuite d'une prime dans une ambiance de western mixée à de la SF et une touche de film noir. Et ça, c'est une des grandes forces de la série, c'est de mélanger les genres, d'être transgenre un peu. Elle ne se limite à rien. On peut avoir un épisode avec quasiment pas d'action, juste centré sur le drame, et souvent la mélancolie des personnages, au centre de celui-ci, pour ensuite être face à une sorte de remake / hommage à Alien, ou bien un épisode plus centré sur la comédie, voire quasiment que de l'action, comme ce putain de morceau de bravoure totalement taré qu'est Pierrot le Fou, seul épisode dont le titre n'est pas affilié de près ou de loin à la musique, mais j'y reviendrai. Franchement, résumer Cowboy Bebop, c'est mission impossible. On peut pas caser la série quelque part. On n'a pas un cahier des charges à remplir pour se rendre compte que... Non, Cowboy Bebop, ça va partout et parfois en même temps. En fait, le meilleur résumé possible, finalement, c'est dire que c'est une série autour d'un groupe de personnages dans le futur qui regardent constamment le passé. Quand je parlais de la mélancolie des personnages qui se trouvaient au centre de l'épisode, c'est surtout au centre de la série tout entière. Il y a une vraie et belle sensibilité dans cette série. C'est entre autres pour ça que j'ai passé du temps à parler de ce qu'il y avait avant l'histoire qui nous est racontée, parce que l'histoire qui nous est racontée, elle pose une question. Et maintenant ? Je vais pas passer 2 heures sur chaque membre de l'équipage du Bebop. Je pourrais facilement tant ils sont riches. Tous sans exception. Mais j'ai envie de laisser la découverte à ceux qui n'auraient jamais regardé la série. Et puis de toute façon, pour vraiment être complet à 100%, c'est pas une chronique sur la série que je dois faire dans sa globalité, mais de chaque épisode. Et puis une sous-chronique sur chaque personnage. C'est un bordel sans fin, mais un bordel magnifique et palpitant dont la puissance d'évocation n'a que peu d'égal.
Pour faire simple donc, et en restant sur l'équipage du Bebop, aucun personnage ne se limite à ce que l'on pourrait penser de lui. Par exemple Faye, la femme fatale, qui, Japon oblige, a des nichons aussi énormes que peu de vêtements à se mettre. Elle est profonde, si j'ose dire. Amnésique, son histoire est vraiment très belle et elle est badass au possible et quand il s'agit de défoncer, je jure que je fais pas exprès, du bad guy, elle n'est pas la dernière. Elle est aussi très intelligente, manipulatrice. Ce sera même finalement le seul membre de l'équipage qui, à la fin de la série, aura connu une véritable évolution. Jet, c'est le grand costaud avec son bras mécanique. Ancien flic, il a tout du gros dur, ce qu'il est aussi, mais sans pour autant être la guimauve caricaturale que certains en font pour contrebalancer le physique. Il a surtout du cœur, c'est vrai, mais il est l'opposé de Spike en fait. C'est les deux côtés d'une même pièce. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux, mais ça prend des directions totalement opposé. Ensuite on a Edward alias Ed, une hackeuse de génie, et ouais c'est une fille, d'ailleurs il y aura pas mal de blagues là-dessus, sur même le père de Ed qui ne saura plus si c'était un garçon ou une fille, qui malgré ses 13 ans a déjà un lourd vécu. L'épisode qui sera centré sur elle et qui clôturera son histoire est absolument magnifique. Hard Luck Woman est un de mes épisodes préférés de la série, sans que je ne le considère comme l'un des meilleurs. C'est juste que sa conclusion m'a fait et me fait toujours pleurer. Et puis, il y a Spike. Probablement dans mon top 5 des meilleurs personnages de fiction jamais créés. Je l'aime d'amour, ce Spike. À l'heure où tout le monde se bastonne à coups de « ce film est cool » ou « ce film est faussement cool » ou que sais-je encore, la vérité vient encore du côté de Cowboy Bebop. Spike Spiegel semble être la définition même du cool. Mais pourquoi ? Ça semble jamais forcé. Pourquoi un tel naturel dans la caractérisation du personnage ? Tout simplement parce qu'il n'est pas écrit comme tel. Spike est un nihiliste. Quand il semble n'en avoir rien à foutre au milieu d'une séquence d'action, c'est que c'est généralement le cas. Une partie de Spike est mort quand il a perdu l'amour de sa vie, et c'est ça qu'il définit. C'est un grand héros romantique qui a décidé de quitter l'organisation criminelle pour laquelle il bossait. Pour elle, pour Julia. Un dernier job. L'ouverture de la série, c'est lui, sous la pluie, une clope au bec et une rose à la main. Il attend Julia, qui ne viendra pas. Il laisse tomber la rose au sol et s'en va. Et le tout est entrecoupé par une fusillade, ce fameux dernier job donc. C'est très court, ça fait 45 secondes, mais t'as quasiment tout ce qui définit Spike dedans. Le romantisme, la violence et le dédain de Spike à travers un sourire qui clôturera l'intro, alors qu'on nous laisse à penser qu'il pourrait s'agir éventuellement d'un flash forward et qu'il est mort. Ou qu'il va donc mourir. Les explications de la double séquence que je viens de donner, évidemment, au moment où l'on démarre la série, on ne l'a pas. Il n'empêche que cette scène marche, parce qu'elle est belle, bien réalisée. En 45 secondes, Watanabe impose la classe formelle de la série. Et après, on enchaîne avec le générique. Probablement mon générique préféré de l'histoire de la télévision. Mais soit, bien que cette intro se déroule avant, et n'est donc pas un flash forward, et que Spike a donc survécu à cette fusillade, une partie de lui est morte. Père Julia l'a tué. Dans le dernier épisode, lorsqu'il va affronter Vicious, sa némésis donc, il dit « Je n'y vais pas pour mourir, j'y vais pour découvrir si je suis vraiment vivant ». Juste avant, il mentionne à Faye le fait d'avoir perdu un œil dans un accident. Avec un, il ne voit que le passé, et de l'autre, il voit le présent. Une scène au début de la série, une réplique à la fin. Comment définir un personnage complexe de manière simple et brillante ? La perfection en somme. Je pourrais faire une chronique entière rien que sur ce personnage, mais j'aurais bien trop peur de spoiler. Donc je vais m'arrêter sur cette citation. Toute la force de Cowboy Bebop tient dans ses personnages parce qu'ils sont profondément humains, pleins de failles, imparfaits. Mais je ne parle pas que de l'équipage du Bebop, il y a aussi et surtout, j'ai envie de dire, les personnages secondaires, ceux qui ne viennent que pour un épisode et s'en vont avec le générique de fin. Parce que c'est généralement leur histoire qui est racontée dans un épisode. Les primes que vont chasser Spike et les autres sont le centre émotionnel de pas mal d'épisodes. Parfois, souvent même, un épisode démarre par l'équipage qui crève de faim, cherche une prime pour pouvoir remplir le frigo, et termine l'épisode avec le frigo et l'estomac toujours aussi vide. Parce qu'un épisode ne nous présente pas le bad guy de la semaine qu'il faut retrouver et capturer. Ça, Watanabe et son équipe le laissent pour les séries peu inspirées. Cowboy Bebop préfère traiter ses personnages, leur donner un cœur et une âme. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des épisodes comme Waltz for Venus ou Heavy Metal Queen. Même si le personnage central de cet épisode en question n'est pas une personne dont la tête a été mise à prise. Mais ça reste un personnage génial à travers lequel on a un nouvel aperçu de qui est Spike. Parce que comme je le disais, on a affaire à des personnages profondément humains, surtout Spike en fait. Donc même s'il fait tout pour ne pas montrer ce côté de sa personnalité, quand il se retrouve face à sa prime et comprend les circonstances atténuantes, il préfère l'aider que l'enfoncer. Sa désinvolture, elle n'est pas feinte.
Il en a vraiment rien à branler de tout et de tout le monde. Mais malgré ça, il y a encore cette part d'humanité en lui. C'est un personnage entre la vie et la mort. S'il doit mourir, tant pis. Ce qui doit se passer, se passera. Pour lui, ça n'a pas d'importance. Mais il y a encore un petit cœur qui bat derrière tout ça. C'est pour ça que malgré le fait qu'il déteste les enfants et les chiens, Edward et Hein conservent leur place dans le bebop. Pareil pour Faye, leur relation est électrique, mais au fond, c'est évident, il tient elle. Ouais, ben voilà, hein, je suis à nouveau en train de parler de Spike. Je vais donc me tourner vers une autre personne qui est au cœur de la série, mais n'est pas dans la série elle-même. C'est une personne sans qui l'identité de Cowboy Bebop ne serait absolument pas la même. On peut crier gloire aux auteurs qui font un super boulot, on peut vénérer Watanabe qui nous offre une succession de plans à couper le souffle ou des séquences d'action d'une fluidité exemplaire, mais faudrait pas oublier Yoko Kanno, compositrice pour la série, parce que la musique, c'est la moelle épinière de Cowboy Bebop. Je parlais d'épisodes jusque-là pour ne pas que ce soit confus vis-à-vis des gens qui ne connaissent pas la série. Parce qu'en réalité, on parle de session. Et chaque titre de session est une référence directe à une chanson ou un genre. Bohemian Rhapsody, Sympathy for the Devil, Honky Tonk Woman et à côté Jupiter Jazz, Asteroid Blues et j'en passe. Pour tout vous dire, c'est une série assez courte finalement. 26 sessions de 25 minutes et pourtant il y a 4 BO différentes. Et une autre pour le film. Majoritairement, l'ambiance de la série sera jazz et blues, mais comme pour la multiplicité des genres dans la série elle-même, Yoko Kanno s'en donne à cœur joie. Il y a de tout, et c'est un bonheur auditif. D'ailleurs, ce fameux mélange des genres, il trouve même sa place au sein d'une même et unique scène. Quand on a une course-poursuite ultra intense, mettre du jazz comme musique, ça donne un rendu différent de ce à quoi on peut s'attendre de ce type de scène. Et c'est fréquent comme truc pour la série. Ça peut être déroutant, je le conçois, comme certaines bizarreries qui égrènent la série, mais ça fait grandement plaisir de voir une telle liberté. T'es toujours pris de court, tu vas jamais là où tu t'attends et c'est parfait. J'ai rarement entendu des BO qui étaient aussi libérés que l'œuvre qu'elles mettent en musique. Je suis pas un gros fan du film First Man de Damien Chazelle par exemple, mais la musique signée Justin Hurwitz me fait penser à ça, et je trouve que ça donne une plus-value à l'œuvre. Tu t'attends pas à entendre ce genre de musique sur ce genre de film, c'est déroutant et j'aime beaucoup. Mais Cowboy Bebop et Yoko Kanno, c'est puissance 1000, c'est inégalable. Je pense... parce qu'en plus de la musique, parfois fun, voire même comique, il y a aussi des chansons originales. Et boy, oh boy, il y a des titres à faire pleurer. Déjà, on a Tank, le générique, ou Real Folk Blues, le générique de fin. Mais il y a tellement plus. D'ailleurs, le générique qu'on a dans cette émission, ce sont les toutes premières notes du générique de Cowboy Bebop. Faut quand même le préciser. Donc Cowboy Bebop a été quand même avec nous depuis un très 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 long moment. Presque tous les génériques. Oui, c'est vrai qu'on a mis winner, winner, winner pour... Et puis une fois c'était toi aussi, Bastien, d'ailleurs. Il y avait des proutes aussi, je crois. C'est possible, oui. On a fait quelques conneries. Nous aussi, on a une petite bizarrerie qui a égrené notre émission. Donc pour les chansons, on a Call Me ou encore Blue qui clôt la série. Alors là, les gars, je vous le dis, hein, l'intro me fout des frissons à chaque fois que je l'écoute. Avec ou sans les images en tête, peu importe. C'est un gros morceau musical. Un chef-d'œuvre qui s'allie donc parfaitement avec la série, parce qu'on parle souvent de réussir son dernier épisode et aussi sa dernière scène. Bah, Cowboy Bebop l'a fait. Les derniers plans, la dernière réplique, le dernier plan. Puis il y a Blue qui démarre et t'es à genoux pour le restant de tes jours face à ce grand et gros morceau de télévision. Alors, la série a été diffusée en France à partir de l'été 2000 sur Canal+. Je suis pas certain à 100% pour la Belgique, mais c'était la même année, ça c'est sûr, mais avant ou après. Ou peut-être que je confonds avec des rediffusions que j'ai également suivies religieusement, parce que dans mes souvenirs, j'ai découvert la série en n'éteignant pas la télé après l'épisode de South Park. C'était déjà la série qui me rendait différent en arrivant le jeudi matin à l'école. T'avais ceux qui parlaient Dragon Ball et t'avais ceux qui parlaient des Simpsons. Certes, je regardais aussi. Mais moi j'avais South Park et je me sentais un peu tout seul. Puis c'est même devenu pire parce que je me suis retrouvé scotché devant ce qui allait devenir une de mes séries préférées et personne, absolument personne, n'allait regarder ça à part moi. Alors oui, hein, j'ai dit, hein, c'est une de mes séries préférées. Pas animation ou japanimé ou bien mettre dans n'importe quelle case. Non, série, tout genre confondu. La série m'a happé dès son générique absolument grandiose. J'en ratais pas une miette. Et puis l'épisode en lui-même. Plus on avançait dans la série, plus je connaissais ces personnages, moins j'avais envie que ça se termine. Et ce final,
Ce double épisode et pas épisode, dantesque dans la conclusion m'a laissé KO. J'aime à penser que cette série a fait de moi un homme, d'une certaine manière évidemment seulement. Elle est arrivée... Non mais attends, tu vas comprendre. Elle est arrivée quand j'en avais besoin, une grosse année avant Le Seigneur des Anneaux. Autre œuvre Madeleine de Proust chez moi qui continue de me fasciner au fil des visions. Mais elle coïncide surtout avec ma découverte du cinéma de Sergio Leone, en particulier sa trilogie de l'art, Le Bon, La Brute et le Truand en tête, principalement parce que c'est le premier film de la trilogie que j'ai vu. Et compte tenu de l'influence qu'a le cinéma de Leone sur ce qu'a fait Watanabe sur la série, c'est presque un hasard divin. C'était une époque où je commençais à être un peu curieux de tout, mais mon accès à la culture était limité puisque je n'avais pas un frère, un oncle ou qui que ce soit autour de moi qui partageait son amour du cinéma. J'étais vraiment tout seul dans mon coin. Je crois que c'est pour ça que j'ai cette envie d'être cette personne et de faire découvrir plein de choses à plein de gens. Mais j'ai pas eu le temps de me faire des amis. J'étais trop occupé à être fasciné par la fiction pour sortir de chez moi, donc c'est un peu mort. Mais de toute façon, d'une certaine manière, j'ai pas eu besoin de cette personne parce que Cowboy Bebop m'aura tout montré, tout fait écouter. Cette série, j'aurais jamais écouté par exemple du jazz s'il n'y avait pas eu Cowboy Bebop. Donc ouais, il y a plein de trucs comme ça, la funk, genre de trucs, ça m'a complètement ouvert sur tout quoi. Cette série a eu une influence majeure sur moi, et pas seulement en tant que spectateur où elle a affiné mes goûts et mes envies, mais aussi en tant qu'auteur. J'ai donné à Vince Harmon, l'anti-héros de mon premier roman, le flingue de Spike. Mon deuxième, qui est un western futuriste, n'aurait jamais pu exister sans la série. Je m'en suis beaucoup inspiré tout en essayant au mieux, et là c'est plus à moi de le dire, de ne jamais juste faire un pompage grossier. À quoi bon, j'ai envie de dire. Si c'est pour faire moins bien, autant rester tranquille. N'est-ce pas Netflix ? Bref, ça c'était pour la série. Puis un jour, un peu au hasard, qu'est-ce que j'apprends pas ? Putain, les mecs ils ont fait un film. J'étais comme un fou, la même chose mais sur 2 heures, imagine un peu le rêve. Et ça s'appelle Knocking on Heaven's Door, pour rester dans le titre musical magnifique. Bon, après la déception aurait pu être très grande, en fait ça ne pouvait être que décevant, puisque ça arrivait après la série et sa conclusion parfaite. Mais ils ont eu l'intelligence de ne pas gâcher la fin, plaçant cet épisode annexe, dirons-nous, avant les événements du final. Alors, déjà il y a un truc pour lequel le film est un must-see absolu. Il offre la seule mini-déception de la série. C'est en 16/9 et non pas en 4/3. La mise en scène de Watanabe n'y est que plus folle. Les séquences d'action gagnent en grandeur, logique, n'étant plus restreintes par un cadre plus petit. Et quel panard de voir Spike et les autres tant mis en valeur. Surtout que le talent de Watanabe n'a pas failli. La fluidité des mouvements de caméra, l'action magistrale, c'était et c'est toujours magnifique. L'autre gros point fort du film, c'est sa durée. Ça permet de se poser un peu plus que sur une session de 25 minutes. Ça laisse les personnages respirer et la mélancolie reprend le dessus. Non pas que la série ne s'en sortait pas d'une main de maître là-dessus, mais la séquence où Spike est en cellule, elle a le droit de prendre son temps et c'est vraiment un beau moment de cinéma. On a aussi un bad guy vraiment réussi. Encore une fois, il est superbement bien travaillé et son affrontement final avec Spike est parfait. Le 16/9, l'ampleur de la fight, tout ça, c'était parfait. En fait, tout ce qui me faisait aimer la série était toujours là. On a par exemple de très beaux génériques de début et de fin avec de nouvelles chansons originales toujours aussi géniales. Maintenant, c'est pas le film dont j'aurais pu rêver. Jet par exemple est très en retrait et je trouve ça dommage. L'intrigue est très bien mais pas au niveau des meilleures sessions, c'est même parfois un peu bancal. Mais comme je l'ai dit, c'était difficile de passer derrière, voire même impossible. Chaque session se terminait sur See You Space Cowboy, écrit en bas à droite de l'écran. D'ailleurs c'est comme ça que je faisais mes dédicaces de mon roman. Voilà, je mettais ça à la fin. Petit hommage à cette grande série. Et de très rares fois, c'était quelque chose d'autre. Le final de la série avait droit à You're Gonna Carry That Weight. Outre la référence à la chanson des Beatles, la musique encore et toujours, ça veut surtout dire tu devras porter ce fardeau. Il y a plein de sens à cette phrase. Est-ce destiné à Spike ou au spectateur qui devra vivre et aller de l'avant après avoir vu tout ça ? Ou peut-être était-ce un message de Watanabe à lui-même ? Parce que comment passer derrière ? C'est la grande question pour quiconque a un jour créé une série ou une saga d'anthologie. Lucas sur sa trilogie Star Wars, Jackson sur Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Alors ouais, faudra bien porter ce fardeau. En attendant,
Il y a beau avoir des défauts par-ci par-là, ça reste un excellent film, même si on n'a jamais vu la série. C'est pas une synthèse parfaite, ni même la meilleure introduction qui soit, mais c'est pas une plus mauvaise introduction que n'importe quelle session de la série. Si vous ne connaissez pas, vous aurez un aperçu du génie de l'œuvre. Mais pour revenir sur la scène de la cellule, elle prend quand même plus d'ampleur quand on connaît l'histoire de Spike. Donc ouais, très bon film, fidèle à la série, sans être du fan service débile, juste pour satisfaire la cible et empocher des thunes. On est dans une parfaite continuité, et c'est là qu'on sent la déférence de ses créateurs. En fait, le pire problème du film ne tient pas dans le film lui-même. La série a un formidable doublage américain ou français. Et partout dans le monde, les voix de la série sont revenues pour le film. Partout dans le monde, mais bien sûr que non, pas en France, voyons. Et c'est à la fois pénible et très irrespectueux envers les fans, sachez-le. En bref, je pourrais en dire encore beaucoup, parce que croyez-moi, j'ai pas pu en faire le tour, sans compter que je vais penser demain à ce que j'ai oublié et que je vais rager grave. Et puis il y a d'autres gens plus calés que moi qui ont fait des pléthores de vidéos que vous pouvez retrouver facilement sur YouTube, parce que Cowboy Bebop est une série culte et adorée, considérée comme l'un des plus grands animés jamais réalisés, et à raison. C'est pas un simple chef-d'œuvre, c'est une œuvre somme. Et donc, si vous n'avez jamais vu la série, je vous intime de la découvrir. C'est un joyau pur, une merveille absolue qui ne vieillit pas. Moi, je sais qu'après avoir passé ces derniers jours à écrire cette chronique, je vais replonger dans la série et le film. Et je sais que, comme la dernière fois, ce sera un bonheur absolu jusqu'au déchirement qu'est la fin. Bravo. Bravo, bravo. Je crois on peut revenir vite fait sur 2-3 trucs. Alors Bastien, est-ce que tu as vu la série? Non, mais si, j'ai tout vu également. Alors, Mais, pour l'histoire, parce que j'en parlais à mort, c'est sa meuf qui est fan de la série qui lui a offert le coffret DVD, et l'enfoiré, il a pas adoré. Hein. Absolument, ouais. C'est pour ça que j'ai pas vraiment de choses intéressantes à dire dessus. Bon, comme d'habitude, vous allez me dire en même temps, mais, voilà. Non. C'est vrai que je suis passé un petit peu à côté dessus en les regardant. Ça doit faire quoi, ouais, peut-être 9 ans que je les ai vus, et j'ai assez peu de souvenirs. Ça m'était passé un petit peu au-dessus de la tête. Je pense qu'au final... Tu m'avais même envoyé un message d'excuse limite. Ah, oui. Je l'ai revu il y a pas longtemps avec les souvenirs Facebook. On n'est pas des, on est un chien. Bah, je pense que j'étais pas prêt, hein, une autre fois peut-être. Surtout que là, avec ce que tu viens de dire, Seb, qui était absolument brillant, et selon ma philosophie, c'est celui qui aime qui a raison, donc forcément, les gens doivent t'écouter. Toutefois, j'ai quand même gardé un souvenir de la série. C'est la musique Space Lyon, qui conclut l'épisode Jupiter Jazz. 13e moitié de la saison. Ouais. Et ça se termine, à mon souvenir, donc dans les étoiles. Et ce moment-là, il est absolument grandiose. Et c'est un morceau donc aussi de Yoko Kanno, comme toujours magnifique. Moi, je la connaissais par rapport à Macross Plus. Oh putain, tu me piques ce que j'allais dire. Et du coup, cette séquence-là de Cowboy Bebop, là, celle-là, elle est vraiment restée gravée dans ma mémoire, quoi. Ce que tu m'avais aussi dit, et c'est pour moi le cœur de la série, c'est que t'accrochais pas vraiment à l'univers, mais toutes les parties mélancoliques où les personnages se posent, etc. Par exemple, l'épisode Ballad for a Fallen Angel, qui revoit la première rencontre entre Spike et Vicious, où on voit le passé des personnages, etc. Ça t'avait aussi beaucoup plu. Ouais. Je me souviens mieux que toi de ce que tu penses de la série. Bah, c'est ça qui est bien. Si t'as des questions sur tes propres chroniques, je peux t'aider. Très bien. Je t'appellerai des fois quand je me souviens plus si j'ai vu un film ou pas. Merci. Pas de soucis. Alors Watanabe, on peut aussi préciser que le monsieur, il avait réalisé un segment de Animatrix. Ouais. Donc pour les profanes, c'était une petite collection de courts-métrages qui se situait entre le premier Matrix et les... Non, le deuxième et troisième. Ah ouais? Ah mais ils ont été... Ouais, oui, mais il y a aussi des trucs avant le deuxième, oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a un des... avec un personnage qui débarque et tu... Oui, c'est vrai. C'était un peu partout en fait. C'était un peu le bordel. Il me semble. Et donc c'était que des films d'animation, et celui de Watanabe était plutôt bon à mon souvenir. Et Watanabe, il est forcément Cowboy Bebop, c'est son œuvre la plus connue, mais il a une deuxième petite série qui est quand même, je trouve, extrêmement bien connue. C'est Samouraï Champloo. Alors Seb, est-ce que tu l'as Non, vu? je n'ai jamais regardé justement, j'en entends beaucoup parler, je vais me lancer dedans à un moment ou un autre. Mais j'avais été un peu déçu par sa nouvelle série, je ne me souviens plus trop comment elle s'appelle, qui a débarqué il y a quelques années.
C'est con parce que je les ai vus, les Samouraï Champloo, et j'aurais bien Bah, moi voulu que tu me aussi. dises ce que tu Moi dis. aussi, j'en ai vu. Enfin, je suis C'est pas allé Terror in jusqu'au bout. Resonance que je n'avais pas accroché. Et du coup, je sais plus ce que j'en ai pensé de Samouraï Champloo, donc Seb, si tu pouvais me... Ah, mais je ne savais pas que tu l'avais vu, donc je vais me renseigner dans ta tête. Et, Alors, moi j'avais, du coup, pour Cowboy Bebop, j'avais vu le film et comme je le disais en off, j'ai très peu de souvenirs du long métrage, donc je me prononcerai pas dessus. Mais pour Samouraï Champloo, on retrouve beaucoup des ingrédients que tu as cités pour Cowboy Bebop, c'est les mélanges entre les musiques un petit peu là, dans Samouraï Champloo, c'était un peu du disco, un peu rap. Et mélangé à une histoire de chambara, donc de sabre japonais, et effectivement là aussi ça fait un peu tout le sel du bazar. Après, selon la sensibilité de chacun, on accroche ou pas. Moi, je ne cache pas que j'étais pas allé jusqu'au bout parce que c'était pas trop ma tasse de thé, et que pourtant j'adore le chambara, mais je pense que la durée des épisodes et compagnie, c'est pas trop ce qui me convient, donc voilà. Mais effectivement, le bonhomme a une patte, une touche, et effectivement, Cowboy Bebop, c'est quand même un gros projet. La preuve avec cette adaptation que vient de lancer Netflix. Et Seb, si tu avais une adaptation rêvée de Cowboy Bebop, tu mettrais qui aux manettes et au cast? personne, ça sert à rien. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un quelque part qui pourrait le faire, mais là tout de suite, ils ont annoncé John Cho dans le rôle de Spike Spiegel. J'aime beaucoup le mec, mais putain, il a l'air d'avoir un balai dans le cul, il est coincé le gars. Comment tu veux qu'il réussisse à faire des séquences d'action comme on en voit dans la série déjà? En plus, juste en termes de mise en scène, il va falloir être capable de suivre. Ça sera pas le cas évidemment. Mais ensuite, le mec il sait pas faire de kung fu. Et puis il a pas la classe qu'a un Spike Spiegel, donc ça ne marchera pas. Après, pour le reste du casting, je le connais pas trop bien, donc je peux pas trop juger. Mais déjà, John Cho, c'est juste pas possible. C'est pas Spike Spiegel. Ça fait des années qu'on parlait de faire un film avec Keanu Reeves. Pareil, j'adore le mec, mais non, c'est pas Spike, c'est pas possible. Donc non, je pense qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut le faire éventuellement, mais ça me paraît complètement improbable. Pour moi, il y a deux héritiers, je vois deux héritiers en tout cas de Cowboy Bebop. C'est la série Firefly créée par Joss Whedon. Donc tu peux adapter Cowboy Bebop, mais en recréant quelque chose vis-à-vis de l'influence qu'a eu la série sur toi. Ça sera moins bien, c'est évident, mais ce sera toujours mieux qu'un remake qui pour le coup sera obligatoirement comparé à l'original. Donc Firefly, c'est une très bonne série que je recommande, qui a été annulée parce que ça faute d'audience, mais c'est très bien. Et il y a un autre, pour moi, le personnage qui se rapprocherait finalement le plus, qui n'est pas complètement lui, mais qui se rapprocherait le plus de Spike Spiegel, bah ce serait Raylan Givens dans la série Justified. Je trouve qu'il a ce côté cool, et en même temps n'essaie pas d'être cool, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un dédain, il y a un je m'en foutisme, il y a des séquences d'action où c'est une fusillade et puis ça se règle en 3 secondes et il balance la petite réplique derrière qui est pas censée être une vanne ou quoi que ce soit, mais qui est hilarante parce que le personnage la balance avec dédain. Il y a moyen de rendre hommage à Cowboy Bebop, mais l'adapter, moi je vois pas l'intérêt. Il faut quand même préciser que John Cho, il a quand même le charisme d'une huître, et c'est un peu compliqué quand même. Enfin, c'est mon avis. Mais... Bah ouais, moi ce que je te dis, le mec il est un peu coincé du cul, quoi. Je l'aime bien, mais voilà, c'est pas. En plus, le mec il enchaîne les séries, mais elles se bident toutes, donc. Je lui proposerais mais mon paquet de chicken wings, ça va le décoincer un petit peu. Ça c'est une blague d'initié. Hein. Voilà. Revenez sur l'équipe Arisa. Mais c'est vrai que du coup pour Firefly, si je me trompe pas, c'était Nathan Fillion qui avait le rôle principal, c'est ça? Mais il serait pas mal lui, dans un rôle comme ça. Lui, c'est un peu le type de personnage qui dégage, je trouve. Ben en fait, il est gros fan de la série de jeux Uncharted et ils ont fait un fan-made movie de 15 minutes qui ressemble à une intro de film, et derrière il y a une histoire, et je le trouve très bon, Nathan Drake. Bon, après je ne veux pas d'adaptation non plus de Uncharted parce que les adaptations de jeux vidéo c'est toujours de la merde, mais ce fan-made short movie était vraiment bien foutu, bien réalisé et tout, donc ça donnerait presque envie. Ouais, je trouve qu'il y a un côté, je trouve qu'il a pas les rôles, il a pas la carrière qu'il mérite, le mec, mais quand tu le vois là-dedans dans Firefly ou dans ce rôle de Nathan Drake juste sur 15 minutes, je le trouve vraiment très bon. Donc ouais, il y a moyen, quoi, mais bon. Bon, je sais qu'il aurait pu faire Spike, mais il est trop vieux maintenant. C'est Sean Yun-Fat. Oh, mais là pour le coup il est clairement asiatique, ouais. Mais oui. Mais il avait ce côté un peu fun, classe. Ouais, c'est vrai, effectivement.
Bon, par contre, pareil pour les arts martiaux, Shaw, c'était pas trop son truc, mais on aurait pu s'en accommoder, hein. On est bien d'accord. Ok, bon bah écoute, est-ce qu'on a fait le tour de la question? Tu voulais rajouter quelque chose ou pas? j'ai appris un truc très récemment, en fait c'était ce matin, et j'ai pas intrigué dans le truc, mais à la base, les origines de la série, elle est très très drôle, puisque c'est Bandai qui voulait vendre des jouets. Et donc ils ont fait appel à toute l'équipe, à Shinichiro Watanabe. Ils ont dit écoutez les mecs, vous faites ce que vous voulez tant qu'il y a un vaisseau spatial dedans pour qu'on puisse vendre des jouets. Et ils ont vu les 2 premiers épisodes et ils se sont dit putain les gars, c'est pas du tout ce qu'on voulait. Et la série a presque été annulée en fait, parce que les mecs se sont barrés. C'était les vaisseaux spatiaux, ils sont vieux et usés dans la série, ils en prennent pas soin, ils les démolissent tout le temps, et ils ont dit non mais on peut pas vendre des jouets derrière nous les gars. Et donc ils se sont barrés et la série a failli être morte et enterrée du coup. Mais ils ont réussi à la faire revenir. Et donc il y a 26 sessions, c'était le contrat de base. Et il y a des épisodes qui ont été censurés, mais pas en partie. C'est-à-dire qu'il y a un épisode entier, plusieurs qui ont été jetés à la poubelle, considérés comme trop subversifs. Donc il existe des épisodes quelque part de Cowboy Bebop que personne ne verra jamais. Ouh là là, il ne faut jamais dire jamais, peut-être. Bah à mon avis non, ils ont vraiment dû être détruits je pense, donc on ne les reverra jamais. Est-ce que Watanabe et les auteurs de la série ils ont parlé d'influence pour le personnage de Spike, enfin parce que ça fait un peu penser au personnage de Snake Plissken mélangé avec d'autres mecs, mais est-ce qu'ils revendiquent d'un personnage antérieur ou pas? Pas spécialement, j'ai rien lu de la sorte sur les origines. Enfin, en fait, c'est plus des genres, des genres de cinéma, donc plein de trucs influence, mais j'ai jamais en tout cas lu ou entendu parler d'une personnalité en particulier qui aurait inspiré quoi. Ok. Bon bah écoutez, je crois que c'était donc la dernière chronique de Seb dans l'émission Bug et on peut t'applaudir très fort. Merci. C'était mon plus gros morceau en plus. Ouais. Et tu parles pas de ta bite? Non, parce que ça c'est tout petit. Très bien. Est-ce qu'on enchaîne Ouais. on enchaîne avec quoi là? Avec Bastien? Ouais, avec un programme absolument tonitruant aujourd'hui. Hein. J'ai absolument... Ah, Tony. Truand. Yes. J'ai absolument tout donné pour la dernière. Hein. Ce sera diversifié, mais toujours pertinent. Enfin, on essaye hein, de toute façon. Bon, après, malheureusement, je ne parlerai pas du dernier WrestleMania, l'émission de catch qui a eu lieu le week-end dernier. Et je ne vais pas parler non plus de dernier Joséphine Ange Gardien spécial western. Je suis passé à côté, malheureusement. Mais sinon, tout ce que vous avez rêvé que je chronique un jour, tous ces trucs que vous avez imaginés dans vos têtes, vous vous dites, voilà, c'est la dernière, malheureusement, il ne va pas le chroniquer, c'est trop tard. Eh ben non, c'est là tout de suite, c'est maintenant que ça va se passer. Et je suis chaud, je vais vous faire regretter que ce soit la fin. Alors. Donc tu vas finir avec la fameuse saga des requins. Vous verrez. Oh là là, on est impatient. Comment ils teasent. Bon alors chaque année, je sais que vous l'attendez car vous n'avez pas le courage de les regarder. Et donc je m'y colle, le point Zomblard avec la saison 9 de The Walking Dead. Saison encore une fois... Saison 9, putain. Et ouais. Saison encore une fois pleine de promesses, hein, puisqu'elle annonçait aller de l'avant après avoir perdu encore de nombreux spectateurs et de qualité. Alors qu'elle a toujours été relative à la qualité de cette série. Hein. On devrait plutôt parler de ça m'amuse ou pas que de qualité. Donc pour cette saison, exit le showrunner principal, mais qui supervise quand même toujours la série et son univers dans l'ensemble. Emploi fictif ou pas, AMC, c'est un peu la fonction territoriale. Exit aussi le héros de la série, carrément, hein, Andrew Lincoln, aka Stéphane Guillon, aka Rick Grimes, ayant fait savoir qu'il voulait quitter la série, ce qui arrive dans la première moitié de la saison. Alors aucune surprise pour tout le monde qui était au courant en amont, pour qui est connecté au web. Pareil pour le personnage de Maggie, l'actrice ayant signé pour un nouveau show, donc 2 piliers quand même en moins. Donc un vrai besoin de faire table rase du passé pour avancer, comme je vous le disais, hein, pour redynamiser le show.
Negan, le personnage de Negan étant en plus enfermé dans une cellule, il est hors du coup. Et la série multiplie cette saison les bonds dans le temps. Donc on avance, hein, je vous le dis, hein, si vous n'avez pas encore compris. Nouvelle menace aussi dans la deuxième moitié de la saison, avec l'arrivée des chuchoteurs, un groupe d'individus très sympathiques qui a la particularité en fait de se camoufler avec de la peau de zombie sur tout le corps, sur le visage, pour s'infiltrer parmi eux. Je pensais que, attends, excuse-moi, je pensais juste que les chuchoteurs c'était des gens qui étaient dans une bibliothèque en fait. Non, c'est des fans de Lost. Ah ouais, t'imagines le cauchemar. Mais ce qui fait que du coup, on ne sait pas des fois si c'est un zombie con ou un humain en zombie extrêmement futé parmi eux. Donc les mecs, je me suis dit, ils auraient pas dû se faire autant chier. Ils auraient dû rejouer la scène de Shaun of the Dead où les vivants imitaient des zombies pour se faufiler parmi eux. Ça aurait été beaucoup plus simple que toute cette logistique d'aller scalper des cadavres et de se les mettre sur le corps. Alors vous avez dû avoir écho quand même que cette saison c'était un petit peu la résurrection, revenant un petit peu avec l'intérêt que l'on porte à cette histoire. Alors c'est vrai que la série redevient surprenante et un petit peu plus passionnante. Alors perso, j'irai pas jusque le dire que c'est absolument génialissime, mais c'est vrai qu'il y a quand même un sursaut qui s'est fait. Il y a des bonnes idées quand même, donc c'est déjà ça. Mais attention, alors on parle de The Walking Dead, donc ça reste The Walking Dead. Il faut déjà se farcir quand même les 5-6 épisodes avec encore Rick, Stéphane Guillon. Extrêmement pénible, hein. La série à ce moment-là est carrément amorphe, hein, en pause, où il ne se passe absolument rien. Et puis, bon, comme on pouvait l'imaginer pour le cas Rick, hein, le truc qu'on sentait venir à des kilomètres, j'ai envie de dire la grosse arnaque, hein, puisque donc... Ouais, j'avais vu ça. Donc en fait, il se fait transpercer par une espèce de pic à un moment, donc il est pas bien. Donc pendant tout un épisode, il a une espèce de errance en étant blessé, et t'as des zombies qui sont derrière lui, donc il essaye un petit peu de leur échapper. Et arrive à un moment, il y a une histoire de pont et tout, donc en fait, il fait sauter le pont avec de la dynamite, avec tous les zombies qui sont autour de lui pour sauver forcément une autre partie du groupe. Et donc là, tout le monde, ah Rick, t'es mort et tout. Et forcément, tout le monde est en train de pleurer. Et à la fin de l'épisode, tu as une ultime scène où en fait, tu as des hélicoptères qui arrivent et qui récupèrent Rick. Et en fait, il est récupéré par une autre structure qu'on ne connaît pas encore. Et d'après les comics, c'est une structure extrêmement évoluée, un peu militaire, un truc qu'on verra un peu par la suite. Mais donc, Rick n'est absolument pas mort et il se le garde en fait sous le coude pour un hypothétique retour. Et surtout, ils ont annoncé suite à ça que en fait, ils allaient faire 3 téléfilms autour du personnage de Rick. Donc en 2020 on devrait avoir un téléfilm, et puis ainsi de suite. Donc il y a 3 trucs qui ont déjà été signés autour de lui. En fait il veut plus vraiment, je pense, se faire chier pour l'instant à avoir des gros tournages très longs, mais il se garde quand même un petit pied dans l'univers. Je pense qu'il faut, hein. Ouais, oui, parce que sa carrière est quand même inexistante à côté. Mais Bastien, tu vas aller regarder ces téléfilms? Ah bah absolument, oui, bien sûr. Parce qu'ils ont aussi annoncé une nouvelle série spin-off. Oui, exactement. Ah oui, non, mais la série est repartie. Ça n'arrête plus. Et puis pour le cas Maggie, alors là, c'est carrément très... Rosivart. Elle voit tout en rouge, avec elle ça bouge. Alors donc, je vous disais, elle a signé pour une autre série, et en fait ça c'est arrivé pendant le hiatus des mi-saisons. Ce qui fait qu'en fait, quand on reprend la deuxième moitié de la série, bah, c'est genre, ouais, Maggie en fait elle est partie dans un autre endroit, en fait, dans une autre structure qu'on connaît. Mais du coup, son truc n'est pas du tout terminé. Ils n'avaient pas anticipé le truc, je pense, et du coup, elle n'a pas eu de réelle fin. Mais du coup, pareil, elle ne meurt pas pour l'instant. Elle est hypothétiquement dans un autre endroit, et on la reverra sûrement un jour. Mais ça a été très mal prévu. Quand sa série aura bidé. Voilà. Après, j'ai envie de dire en fait que les deux ne meurent pas, et même que Rick ce soit de l'arnaque, tant mieux, parce que moi je pense qu'une série doit quand même toujours garder des historiques, parce que sinon l'intérêt perd beaucoup pour la suite de la série. Donc même si Rick me fait chier, je suis quand même content qu'il soit toujours là dans le jeu. Bon, enfin, une fois passé donc ce truc avec Rick, cette période, tout cela, c'est vrai que la série se reprend un petit peu en main, sursaut surtout avec l'arrivée des chuchoteurs, qui est vrai est une nouvelle menace, qui rigole pas non plus.
on rigole pas avec eux, hein, qui va jusqu'au point culminant de l'avant-dernier épisode de la saison dont vous avez dû aussi entendre parler, hein, leur fameux Red Wedding de Game of Thrones. Hein. C'est comme ça qu'ils l'avaient vendu avant que tout le monde le voit. Ils voulaient créer le même impact, le choc sur les spectateurs. Alors le truc donc du Red Wedding de The Walking Dead consiste en fait, l'épisode c'est une espèce de kermesse où il regroupe un petit peu toutes les différentes structures qui se sont organisées en fait, qui ne se parlent plus entre eux, et donc ils organisent une espèce de kermesse pour se réunir tous entre eux et faire un peu la fête des voisins. Voilà. Et en fait, à la fin de cet épisode, il y a quand même des personnages importants qui ne sont pas dans la kermesse et qui étaient un petit peu ailleurs, et donc reviennent un petit peu sur les lieux et découvrent en haut d'une colline 10 pics alignés, et au-dessus de ces pics il y a 10 têtes en fait de personnages plus ou moins importants qui sont sur les pics et donc qui sont morts. Et c'est le truc qui arrivait un petit peu, on n'a pas vraiment vu la séquence de barbarie si vous voulez, mais du coup c'est un choc pour le spectateur qui se dit putain mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la kermesse, et après on a une espèce de truc, de séquence flashback, ouais, on voit un petit peu que c'était le bordel, mais du coup il y a un choc chez le spectateur où il voit ces 10 têtes sur les pics. Après c'est on prononce bien, hein, c'est 10 pics et pas dick pic. Dick pic, ouais, c'est pas la même chose. Personne n'a soupçonné Arlette Laguille à un moment. Mais après, c'est pas le même impact que le Red Wedding, parce que c'est des morts quand même moins historiques que Red Wedding. Hein. C'est des personnages, je vous dirai les noms, vous me direz, mais qui sont-ils quoi? C'est des gens qui ont été amenés dernièrement, qu'on voyait quand même certains pas mal dans les épisodes, mais qui n'étaient pas des gros casts, des leaders, mais la séquence a le mérite d'être plutôt efficace, même si après ces fixes sont que des têtes sont plutôt nazes, parce qu'en fait ils ont, je pense, ils ont pas fait du maquillage tête si vous voulez, ils ont vraiment numériquement retranscrit les têtes des acteurs sur les pics, et donc ça fait un effet c'est bizarre. Mais enfin, pour la première fois depuis longtemps, à la fin de cet avant-dernier épisode de la saison, j'avais carrément hâte de regarder le prochain épisode pour savoir ce qui allait s'y passer. Et le dernier épisode, ça a été un petit peu la douche froide pour les spectateurs, car c'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose. Hein. L'impact c'était dans l'épisode d'avant, donc c'était un dernier épisode en repos, mais qui avait la particularité de se passer dans la neige, ce qui n'était encore jamais arrivé dans la série. Et du coup ça a apporté un visuel différent et intéressant à la série. Et ce qui est dommage, c'est que du coup ce sera vraiment que pour un épisode, parce qu'à la fin il y a encore un bond dans le temps, et du coup ça ne sera pas exploité. Mais c'est dommage, parce que moi j'ai trouvé que le dernier épisode effectivement était beaucoup moins intense que l'avant-dernier, mais n'était pas aussi catastrophique que certains ont bien voulu le croire, parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas habitués à ce qu'une série peut proposer. Mais on peut faire un dernier épisode de série qui ne propose pas un truc absolument exceptionnel, et donc là c'était un truc qui a dit Game of Thrones. Après, pour moi, si vous voulez, la meilleure chose de la saison et du show maintenant, c'est le personnage de Negan, interprété toujours par Jeffrey Dean Morgan. C'est vraiment le personnage le plus charismatique maintenant de la série. D'ailleurs, c'est un petit peu le problème aussi du show maintenant, c'est d'avoir en fait que des persos qui sont assez fadas. Il reste 2-3 historiques, puisqu'il y a encore Daryl, Carol, Michonne qui arrive dans la saison 2, qui sont encore là. Et Michonne d'ailleurs va normalement se barrer la prochaine saison. Elle a fait savoir aussi qu'apparemment elle voulait pas trop rester. Mais du coup, le fait de plus avoir de personnages assez charismatiques, c'est pas bien, mais en même temps c'est bien, parce que du coup tout le monde est un petit peu au même niveau, donc tu sais pas trop où ça peut aller. Mais puis du coup t'as le personnage de Negan, donc je vous disais, qui est quasiment enfermé pendant toute la saison dans une cellule. Mais en même temps ils font exactement ce qu'il faut faire avec lui, puisque c'est une saison compliquée pour lui, il peut pas combattre forcément, mais ça prépare du coup la suite du personnage et la fameuse rédemption probablement qui lui prépare. Il faut passer par ces saisons un petit peu laborieuses pour lui, pour en arriver, je pense, un jour à, je l'espère, donc ce Vegeta de la série qu'il est en devenir. Car il faut accepter quand même la transformation du personnage, parce que Negan c'est quand même le mec qui a défoncé des personnages très importants, donc il peut pas être non plus aimé de tout le monde, ça peut pas se faire comme ça. Donc moi j'ai hâte de voir Negan retrouver sa batte et de casser du chuchoteur par la suite. Et ils vont être obligés de passer par lui à un moment, parce que ça va être un petit peu leur drame au personnage, c'est
qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont pas si forts que ça et que Negan c'est quand même un putain de potentiel et que ça c'est pour le coup c'est vraiment prometteur de se dire qu'il est là et qu'il peut arriver à tout moment. Sinon désolé cette année les gars, j'ai pas eu trop de trucs à la... Pas de tigre. Après le Jump the Tiger, après le coup du vomi, Oh y a pas de séquence comme ça que je vais vous ressortir. Je suis peut-être passé à côté, mais trop sérieux cette saison 9 malheureusement. Aucun intérêt. Ouais. Après aussi le chuchoteur au niveau casting, donc des nouveaux personnages importants. Le leaduse, c'est Samantha Morton qui interprète Alpha et qui est très bonne dans le personnage. Et son acolyte qui est masqué et qu'on ne voit jamais, mais du coup l'acteur est connu aussi, puisque connu entre guillemets pour les amateurs de série, c'est Ryan Hurst qui faisait Opie je crois dans Son of Anarchy. Et donc là qui fait Beta. C'est juste Opie, t'es pas obligé de prononcer tout. Voilà, c'était Opie. Opie. Et donc là qui fait Beta. Je t'ai dit, demande-moi quand t'es pas sûr. Ouais. Et donc là qui a un méchant extrêmement charismatique chez les chuchoteurs, donc qui lui porte constamment son masque, on n'a jamais vraiment vu son visage, il a un espèce de veston imposant et on sent que le mec a une vraie force et ça rigole pas. Donc très hâte de voir pareil lui se faire bastonner avec les autres. Après le cliff de la saison, je vous le donne quand même parce que je sens que oui, quand même. le savoir parce que donc ça finit quand même sur un petit cliffhanger. Donc après cet épisode neigeux, donc la structure est arrivée à une autre structure. Et donc Judith, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais donc c'est la fille qui avait eu Rick, qui est pas vraiment sa fille d'ailleurs, qui devait être la fille de son ami Shane. Ah, c'est le bébé qui est né genre saison 1 ou 2. Ouais, voilà. Ouh là là, ouais, oh putain, ouais, d'accord. Et donc comme il a 10 ans maintenant au moins. Et comme il y a eu des bons dans le temps, ouais, elle a 7 ans maintenant. Et puis comme le gamin, comment il s'appelle le gamin Carl, voilà. le fils de pute là. Lui qui est mort la saison précédente. Il est mort. Il est mort lui. Il est mort là, c'est l'année dernière, rappelez-vous. Tu me l'avais dit putain. ou j'ai oublié. Comment tu nous spoil? Donc maintenant tout est reporté sur Judith et en fait elle est en train de communiquer par radio interposée avec Ezekiel, un personnage que vous ne connaissez pas trop, mais du coup donc ils ont des petites radios qui fonctionnent donc à différentes distances et donc là Ezekiel s'en va, il pose sa petite radio et là tu entends la petite radio qui commence à se rallumer et puis tu entends une voix qui fait oui on a besoin d'aide ou je sais pas quoi et c'est une voix de femme et on ne sait pas qui c'est mais donc il y a encore une autre structure qui essaye d'interférer sur la radio. Alors est-ce que c'est le groupe qui a recueilli Rick? Est-ce que c'est la voix de Maggie? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas? Donc les scénaristes sont contents, ça fait réfléchir le spectateur, mais donc ça finit là-dessus, sur une voix à la radio, on ne sait pas qui c'est, mais qui essaie de communiquer. C'est quand même un peu pauvre. C'est un peu pauvre, effectivement. Mais alors du coup, le Carl, on a vu son corps et tout, on est sûr qu'il est mort lui. Ah oui, il s'est fait bouffer par du zombie. Ah, bon, très bien. Bon, voilà. Salut, je suis content. Ange. C'était le passage triste. Christian Quesada n'aura pas eu le temps de s'en occuper. Mais... C'était le passage triste de la saison 8, la mort de Carl. Mais ouais, donc du coup, la série reviendra forcément une saison 10. Là, pour une fois, ils ne nous ont pas annoncé qu'elle était pleine de promesses. Là, ils ne veulent pas faire table rase du passé. Les téléfilms seront toujours supervisés par l'ancien showrunner maudit, donc l'emploi fictif qui devrait être de la partie. On va avoir un autre spin-off. Je pense qu'on est bien parti là pour entendre ces petits trucs qu'on entendait à un moment d'avoir 36 saisons, que ça peut durer jusqu'en 2050. Le Simpson du zombie est bien vivant et on est content. Et bah, on n'a pas. Je sais pas si quel niveau l'audimat est aux États-Unis. Alors du coup, donc ça a descendu encore pendant la première moitié. Là, ils sont arrivés à 5 millions,2, un truc comme ça. Mais du coup, sur la deuxième moitié, ils sont contents parce qu'en fait, ça se stabilisait. Et donc là, ils disent, ça ne descend plus, donc on a un vrai noyau dur qui est là. Ou alors, est-ce que c'est la qualité qui est revenue et que les gens ne parlent plus? Mais là, ça n'a pas redescendu vraiment. Mais ils sont arrivés à 5 millions. Et en fait, c'est un point commun avec Bug, quoi. Il y a une vraie base. Absolument. Et apparemment... C'est pas 5 millions, c'est 5.
Et apparemment, parce que du coup c'est une chaîne payante, AMC, et apparemment c'est quand même, ils sont encore largement leaders en tant que spectateurs sur la série, quoi. Ils ont une avance considérable. Donc je sais pas ce que ça donne les autres séries sur AMC ou sur les autres chaînes payantes, mais ça me paraît bizarre un petit peu cette info quand même. Alors tu dis 5 millions pour Lala, alors, si je me trompe pas, il me semble qu'à l'époque ça tapait dans le 20 ça millions. marchait. Ouais, c'est ça, c'est que ça a été genre du 17 millions à chaque épisode et compagnie. Voilà, t'imagines, ils ont divisé par 3 quoi. Ouais. C'est fou. Et ben, La qualité de la série aussi a été divisée par 3. Mais je pense que ça s'est impacté si aussi. tant est qu'il y en ait une à une époque. Ouais. Mais Bon, je pense que... la saison 1, ça allait. Je pense que ça s'est impacté quand même sur le budget, parce que j'ai l'impression qu'ils ont quand même beaucoup moins de moyens qu'à une époque. Parce que là, ils utilisent quand même des décors qui sont quand même quasiment tout le temps les mêmes. Et à une époque, ils faisaient quand même des grosses scènes d'action qui duraient 2-3 épisodes. Alors que là, maintenant, il y a quand même très peu de séquences d'action où ça tue du zombie avec des flingues à gogo, quoi. Est-ce que Greg Nicotero est souvent crédité en tant que réalisateur ou pas? Ouais, il est toujours là. Très bien. Ça lui fait son petit boulot assuré à lui, c'est son petit CDI, quoi. Absolument. Bon, très bien. Next. Très bien, très bien. Bon, alors le point moustache, vous l'attendez. Oula. Le point Bronson, ou presque, puisqu'il s'agit ce coup-ci de la moustache de Robert Bronzi. Oh là 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 là. Alors si le nom ne vous dit rien, c'est normal, hein, puisque Bronzi c'est un acteur qui ressemble en fait beaucoup à Charles Bronson. Ah mais pour le coup là, ouais, c'est vraiment, c'est fou. Il en joue, et du coup ils font des films à partir de cela, une Bronson exploitation post-mortem et sur le tard, puisque ce sont des films récents, hein, dont le premier date de 2017, et c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui, avec ce From Hell to the Wild West. Alors, juste une petite parenthèse avant que tu commences, c'est que bien entendu Robert Bronzi n'est pas son vrai nom. Non. Il s'appelle Robert Kovacs, mais voilà. Voilà. Donc un film des notules lunaires, hein, pour les lecteurs de Mad Movies. Yeah. Alors j'étais curieux sur ces films, et j'ai pris mon courage à deux mains comme à chaque fois pour le regarder et cela un petit peu de plus près. Surtout que ça dure 1h17, générique de début et fin compris. Et qu'est-ce que c'est 1h17 quand tu te tapes 9 saisons de The Walking Dead, hein, dans une vie. Putain. Alors le réalisateur, c'est un bien nommé René Pérez. Et ça sonne drôlement bien, dis donc. Et le mec, c'est carrément en plus le nouveau Charlie Chaplin, car on le retrouve au scénar, au montage, à la réal, un perfectionniste qui a pour philosophie: on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Donc on lui pardonnera du coup cette réal numérique, DV, je ne sais pas trop quoi, qui pique les yeux et qui est absolument dégueulasse, qui montre très vite le budget dérisoire du truc, hein. Il doit y avoir vraiment très peu d'argent pour ce truc. Rien que pour la typo des noms du générique de début, ça va absolument pas du tout. Ça a dû être fait sous Works 95. Je ne vois que cette explication. Passons aussi l'acting absolument horrible, hein. On est habitué avec ce genre de production. Et puis bon, quand il y a des boobs, on est prêt à fermer les yeux là-dessus. Enfin, on les ouvre plutôt, bien au contraire. Alors l'histoire, car tout repose sur son histoire, hein, soyons clairs, qui n'est pas totalement dénuée d'intérêt. Donc ça se passe dans un village de l'Ouest américain typique, désert, car tous les habitants ont été tués par un psychotueur affublé d'un espèce de sac panier sur la tête. Donc, Céline Dion. Donc déjà, un village désert, c'est pratique, quand t'as pas de thunes, et ça t'évite d'engager des figurants. Les acteurs, personnages se contentent sur les doigts de la main, hein, dans le film, hein, c'est presque une pièce de théâtre au final. Et donc le psycho en fait se fait passer pour le patron de saloon de ce village. Et en fait il fait venir, donc il n'y a plus personne dans le village, il n'y a plus que lui qui tient le saloon, et il fait venir en fait des hôtesses, comprenez, des putes, sur le lieu, soi-disant pour du boulot, alors qu'en réalité c'est pour les trucider. Donc t'as des petites nanas comme ça qui arrivent dans le village et ils les tuent une par une. Moi je fais pareil. Malin le bougre, hein. Sauf que sur sa route, il y a le sosie de Bronson et il est bien décidé à en découdre. Surtout qu'il sera épaulé par le shérif Camille Lacour. Car oui, il n'y a pas que le sosie de Charles Bronson. Il y a aussi le sosie de notre nageur français Camille Lacour. De quoi lancer une hypothétique Lacour exploitation.
Alors juste, Une nouvelle dimension. Là. alors juste là, côté scénar, vous allez me dire, bon bah tout est absolument normal, hein, sauf que le génie du film, c'est que le film est entrecoupé de séquences se passant dans notre présent. Et là, en fait, on a une étudiante là, qui, pour le coup, est dans une bibliothèque. Chut, et qui fait des recherches dans la bibliothèque pour son mémoire. Ou que sais-je. Et en fait, sa grande découverte, c'est de connecter en fait les meurtres de Jack l'Éventreur à ce que l'on voit ici au Far West. L'éventreur, en fait, ayant fui Londres pour continuer ses meurtres dans un trou paumé de l'Ouest où personne ne l'aurait retrouvé. Mais oui, C'est pas con. C'est pas con. Ben non, c'est pas con. Et tout cela restera à l'état de théorie, hein, puisque la fin restera ouverte un petit peu sur le sujet. Mais une théorie qui mérite fortement d'être débattue, hein, car comme elle le dit, qui peut croire que l'éventreur se soit arrêté de tuer du jour au lendemain? Ça se tient. Alors le film repose essentiellement sur ça, plus que sur le sosie de Bronson, parce qu'on le voit assez peu au final dans le film d'ailleurs. Il est souvent caché par des ombres sur le visage, un petit peu comme Steven Seagal, alors qu'on est en plein soleil, hein, mais bon, tout cela un petit peu pour masquer et dissimuler les différences avec le vrai Bronson. Hein. Ça C'est quand même n'importe quoi. Tu prends un mec pour faire le sosie, mais au final, pas tant que ça, alors du coup on va pas le cacher. Quoi. Ouais, parce que quand tu le vois de près, tu te dis en fait, non, c'est quand même le Bronson de Bois-Guillaume, quoi, ça va pas trop. Alors que les ombres sur Steven Seagal, c'est juste pour cacher son double menton. Ouais, c'est ça. Absolument dégueulasse. Mais sa première réplique, quand même, elle restera toutefois mémorable, puisqu'il balancera un magnifique « Te voilà, fils de pute ». Et le film aura son lot de gunfight aussi, qui sont tous plus à la ramasse les uns que les autres, hein, puisqu'on a des bruitages, des musiques de fond, tout est amateur, rien ne va. On nage vraiment dans la catégorie Camp Blood, pour ceux qui voient de quoi je parle. Oh putain. Non, franchement, si vous devez vous faire un film, un Bronson, faites-vous plutôt le Bison Blanc dont j'avais parlé dans une précédente émission. Et pour Jack l'Éventreur, reportez-vous sur le chef-d'œuvre, enfin l'un des chefs-d'œuvre de Alan Moore avec son From Hell. Donc Voilà. pas le film. Hein. Non, pas le film. Hein. Le vrai d'Alan Moore. Voilà, le comics. Voilà. Je On va pense dire qu'il est. ça. Si vous avez des questions ou pas, ça vous a donné envie. Alors, redis-nous juste le titre déjà. Ah, attends, je reprends ma feuille. Tu l'as déjà oublié. From From Hell Hell to the Wild Wild West. Ah oui. D'accord. C'est pas sorti dans notre contrée, ça. Ils ont gardé le... Mais du coup, les prochains films, j'ai absolument envie de les voir parce que il y en a un deuxième qui est sorti qui doit s'appeler Death Kiss ou je sais plus quoi. Enfin, il y a un truc Ouais, je le confirme. qui joue sur le jeu de mots d'un justicier dans la ville. Le titre original, c'est Death Wish. voilà. Et il y a un truc pareil qui sort sur la vague. Ça s'appelle Once Upon a Time in Deadwood, je crois. Ouh. Il y en a un qui est en Non, pas post-production Deadwood, aussi. pas Deadwood, putain les gars. Et ouais, il y en a. Et de la post. Escape from Death Block 13. Voilà. Et là, celui-là aussi, il a l'air pas mal. Et en plus, c'est plus René Pérez forcément qui les réalise, donc. Ouais, c'est Gary Jones. Gary Jones, le Gary Jones de. Le Gary Mosquito. Jones de Mosquito. Mosquito. De Mosquito. Exactement. Tout est lié, mon gars. Tout est lié. Quelle carrière. Putain, ouais. Il monte d'un cran quand même. Parce que René Pérez. René Pérez, à qui on doit aussi des titres comme American Cowboys versus Aliens. J'ai vu qu'il avait fait beaucoup de western quand même, c'est un habitué du genre, je crois. The Dragon Unleashed, c'est son dernier. Hein. Je parcours vite fait, hein. Je suis devant la fiche IMDB et c'est beaucoup de bonheur. Hein. Et Camilla quoi. The Dead, The Damned and the Darkness, Sleeping Beauty. C'est War Machine, c'était son premier film, son premier chef-d'œuvre en 2010. Voilà. Donc René Pérez, salut à toi. Voilà. Je pense qu'on peut repartir sur du Burger Quiz peut-être. Et oui, on passe aux nuggets. Attendez, je pense juste qu'on est quand même, et ça sera un de nos titres de gloire, c'est qu'on est probablement le seul podcast français à parler de René Pérez. Voilà. Merci. On l'embrasse s'il nous écoute. Ouais, On va le taguer pour l'émission. Eh bien, on passe aux nuggets. Ah bah vas-y. Équipe Alphonse.
Que se passe-t-il sur cette photo? Réponse A. C'est évident. C'est un plan de Fight Club. Réponse Ouais. B. Steven Spielberg est en train de diriger Tom Hanks. Réponse C. Un gros tas de merde. Ou bien l'affiche de Twilight. Il y a comme un doute. Ou réponse D. Difficile à dire. Je ne vois pas l'image. Moi, je pense que c'est un gros tas de merde. Et non, c'était un plan de Fight Club. C'était évident. Et on voit très bien Edward Norton et Brad Pitt. Putain, je me souviens J'ai la pas de ce photo plan. devant moi. Ouais, je me comprends. souviens pas de ce plan. Ouais, désolé. Équipe Bastien, combien de temps faudra-t-il à un être humain courageux pour écouter l'intégrale de Bug pour enfin arriver à ce moment, sans compter les hors-séries? Réponse A, 38 heures, 27 minutes et 56 secondes. Réponse B, 44 heures, 32 minutes et 10 secondes. Réponse C, 52 heures, 31 minutes et 7 secondes. Ou réponse D, sa vie entière, les probabilités qu'on décide de tout écouter étant nulles. Je dirais la réponse B, les 48 heures ou... C'est 44. une bonne réponse. Bravo. Eh oui, bravo, 1 point à 0. Alors, Alphonse, parmi ces œuvres, il y en a une que j'avais promis de chroniquer, mais rien ne s'est jamais passé. Laquelle est-ce? Réponse A, Friday Night Lights. Réponse B, The Newsroom. Réponse C, Justified. Réponse D, la trilogie Dragon. Réponse E, les films du studio Laika dont le dernier Monsieur Link est en ce moment au cinéma et c'est très bien. Ou réponse F, la A, la B, la C, la D, la F. Donc la D, la F, donc la F. Et franchement, ça on fait des promesses non tenues. On dirait que je suis prêt pour me lancer en politique. En politique. Et ouais, ça dénonce. Putain, c'est marrant parce que j'aurais répondu que la A et la B en fait. Mais Justify, tu l'as fait, non? Ah non, c'est Rectify que t'as fait. Bah, Non, donc c'est pas c'est ça la- qu'a fait Rectified. Ah bon, alors t'as fait Justify, non? Oh Peut-être. putain, merde. Non, en tout cas, la trilogie Dragon, je suis sûr que non. Mais alors, du coup, je vais dire la dernière quand même. La F. Ouais? Oui, bah c'est bien, c'est la bonne réponse. Ah putain, j'étais persuadé que t'avais fait Justified, c'est ouf là. Non, je vous en ai beaucoup parlé, mais je ne l'ai pas faite. Je pensais la faire aussi, mais je ne l'ai pas faite. Ouais, beaucoup de promesses non tenues. Même les Laïka, j'étais quasiment persuadé que t'en avais parlé, c'est ouf. Oui, Pareil, j'avais prévu de le faire, mais T'as dû faire un aparté ou un truc comme ça dans une c'est émission. fort probable. parce que, je vous en ai beaucoup parlé hors antenne. Peut-être. Dernière Moi, question. J'égalise. Dernière question. Bastien, lequel de ces films n'existe pas? Réponse A. Ah oui, d'ailleurs, je vous précise, ce sera une spéciale cinéma, hein, qu'on soit bien Ah, clair, pour que ça Ça reste tombe logique. bien. Ça tombe bien. Réponse A. Les WC étaient fermés de l'intérieur. Oh. Réponse B. Il y a un os dans la moulinette. Réponse C. Je sais pas trop, j'y réfléchis et je te rappelle après. Ou réponse D. La nuit de l'invasion des nains de jardin venus de l'espace. Il faut dire quoi déjà? Celui C'est qui un, existe, c'est ça un des quatre n'existe pas. Ah. Bah bon courage, Bastien. Ouais, je vais dire la C comme ça au pif. Je ne sais pas trop, j'y réfléchis, je te rappelle après. En effet, c'est moi qui l'ai inventé. Oh, Et donc la- ça la veut dire nuit- que les nains de jardin existent. La alors. nuit de l'invasion des nains de jardin venus de l'espace est un court métrage de 1968. Ah, Ça oh, existe vraiment. d'accord. C'était péchu quand même. Et à l'issue de ces nuggets, nous sommes à 1 à 1. Non, 2-1 pour Bastien, je pense, non? Ah oui, bah Oui, tiens, bah. bien répondu, oui. Ah oui, il a tout bon pour l'instant. Ça mérite un lien. Bravo. Un parcours sans faute, bravo. 2 à 1, bravo Bastien. Merci. Bon alors, on continue cette Et programmation oui, tu reprends la main. avec un nouveau point moustache encore, mais aussi le point nazi en même temps, hein, puisque là je fais carrément du crossover avec le film qui s'intitule magnifiquement The Man Who Killed Hitler and Van Bigfoot. Je l'ai vu. Oh, très bien. Donc, tout un programme. Point moustache, hein, car l'homme est campé par celui qui porte probablement la plus belle moustache du 7e art, hein, celui pour qui Alphonse a offert sa photo de profil Twitter, alors qu'il n'a pas de moustache. L'indémodable Sam Elliott, messieurs, dames. Alors une moustache quand même plus fournie que Bronson et plus blanche, hein. On sent qu'elle est usée par la vie et ses épreuves. Bronson ayant une moustache somme toute plutôt fine et discrète. Celle d'Eliott est vraiment très généreuse, hein. Je crois que c'est ma préférée avec celle d'Eric Braden aka Victor Newman des Feux de l'amour et de Titanic. Et de Titanic, ouais, s'il te plaît. Enfin, revenons à ce très étrange film qui pourrait se résumer à son titre, hein, ce qui est un peu la limite du film, car on sait ce qui va se passer.
Mais passer à côté de ça, ça serait passer quand même à côté de l'essentiel, ce qui est le cœur du film, et de sa réalisation, qui est extrêmement classe pour un premier film. Alors c'est un certain Robert D. Krikowski, qui... Ah, j'attendais que tu le dises, parce que je me suis dit... Ouais. Qui, comme l'ami S. Craig Zeller, est au scénar, à la réal, et fait ça avec beaucoup de talent. Alors je m'attendais vraiment pas à ça avant de voir le film, hein. C'est le sérieux avec lequel c'est fait, hein. Limite, c'est un film canois. Hein. Mais attention, hein, il prend pas le genre de haut, c'est pas un film pompeux, c'est fait avec beaucoup de classe, et c'est beaucoup moins bis quand même que ce que fait Zeller. Mais c'est tout aussi habité, et c'est pareil, ça reprend un peu des codes connus, mais ils savent quand même les renouveler. Et il n'y a pas à dire, quand tu as un mec qui a quand même un point de vue, un style, bah ça change beaucoup sur ce que tu fais. Hein. On a de la personnalité, on n'en a pas. Et Krikowski, il est de cette trempe-là. Alors oui, le film est lent, il s'y passe pas tant de choses que cela, mais c'est une ambiance, un rythme, une balade mélancolique où souvenir et lâcher prise s'entremêlent, et pour peu que vous laissiez porter par l'histoire, bah vous ferez un voyage unique. Sam Elliott, il est absolument brillant dedans. Il en fait très peu, mais beaucoup à la fois. Hein, juste un petit regard pour en dire beaucoup avec lui. Il mérite plus son Oscar que dans ces 2-3 pauvres scènes de Star is Born, là. Je crois qu'il a eu l'Oscar. Franchement, quelle classe dans ce film. Hein. Quelle sortie. Hein. Moi, je serais lui, j'arrête là-dessus. Hein. Redford et son Old Man and the Gun et Eastwood avec la bulle peuvent se rhabiller. C'est peut-être pas le plus connu, le Sam Elliott, mais c'est le plus couillu. Hein. Un choix de film dans une carrière qui marque. Elliott est en plus en totale adéquation avec la thématique du film, qui questionne en plus le mythe et l'anonymat, qui sont les vrais héros. Et comme c'est le moins connu, bah, ça se répercute un petit peu avec le film. Bon, après coup, j'ai vu qu'il y avait quand même des bonnes fées qui se sont portées sur le projet, puisqu'à la prod, on retrouve quand même un certain Lucky McKee, avec qui Krikowski avait bossé, puisqu'il était à la prod de son The Woman. Et on a carrément aussi Douglas Trumbull à la production. Donc il y a des gens qui ont du flair, moi je dis. Alors n'en croyez pas la modeste note de IMDb qui est de 5,6. Ce film est quand même bien plus intéressant que 90% de ce qui se fait aujourd'hui. Même si, je vous calme et je mesure vos attentes, ne vous attendez pas non plus à The Bomb. Hein. Si tout le monde dit que c'est génial, à un moment, forcément, ça va se retourner contre lui, les attentes, hein, les trucs surestimés, tout ça. C'est un petit film, un modeste objet, mais extrêmement bien fait. Un caillou dans une chaussure cinématographique qui fait du bien. Alors, j'ai pas trop envie de vous en dire beaucoup plus, car c'est le genre de film qu'il faut se prendre comme ça. J'en ai déjà trop dit de toute façon. Faut que le film fasse le tour des festivals, si ça n'a pas déjà été fait. Car c'est là qu'est sa place, je pense. Et après, je crois que c'est déjà sorti aux USA. Je sais pas trop ce que ça a donné, mais j'imagine pas grand-chose, hein, puisque c'est un truc un petit peu trop haute pour rassembler. Hein. Mais en France, il va falloir un petit peu se bouger le cul et pas attendre 107 ans pour le sortir, car tout le monde va l'avoir vu encore de toute façon. Hein. Mais ouais, à suivre. Moi, ce Krikowski, je garde un œil sur lui. Tu mets une piécette. Ouais, je mets une piécette sur le garçon. Donc, et Seb, tu l'as vu alors? Oui, j'ai trouvé le truc extraordinairement chiant. C'est vrai que Elliott est formidable et que le mec a du talent. Enfin, moi, je m'attendais à un gros nanar en fait. À côté de pareil, en même temps, qu'est-ce que tu peux attendre d'autre? Et c'est vrai que c'est un film au départ, je me dis putain, les mecs ils se prennent super au sérieux quoi, et ça va être ridicule. Et puis plus le film avance, et plus je me rends compte qu'en fait, il prend son truc super au sérieux parce qu'il le fait sérieusement, tout simplement. Après, ouais, je me suis quand même bien fait chier devant le truc. J'en avais un peu pas grand chose à foutre. Et quand t'as le fameux Bigfoot qui débarque, il est quand même ridiculement moche. Bah, c'est vrai qu'il y a un petit manque de moyens, mais... Oui, ça se voit. Tout est parti dans le salaire. Voilà, non, le mec est à suivre, il est intéressant, mais après, ouais, je recommanderais pas forcément le film pour autant. Bastien. Next. Bon, bah, je crois que c'est l'heure du point... Le point requin. Le point... les seins lourds. Avec le 4e opus, oui, déjà, de la saga du requin aux multiples têtes. Avec ici donc l'attaque du requin à 6 têtes.
Six-Headed Sharks Attack d'un certain Mark Atkins. Alors quand on regarde sa filmographie, on voit que c'est pas un novice dans la matière, car il a fait quand même plein d'autres nanars du genre. Donc on a un Sans Sharks, Planet of the Sharks, Empire of the Sharks, et j'en passe. Donc, putain, c'est le spécialiste. C'est le et d'autres joueurs aussi, donc, parce qu'ils ont été là, je pense, nous dégoter un pro, un mec qui connaissait quand même son sujet, un expert en la matière. Et c'est ça qui est bien avec cette saga quand même, c'est que c'est un peu comme les James Bond, même s'il y a des codes à respecter, chaque réalisateur quand même apporte sa vision au personnage du requin, sa propre touche. Alors, en plus ici il a carrément une composition, c'est dur à dire, une composition totalement renouvelée, puisqu'il a uniquement 2 têtes à l'avant, et après en fait il a 2 têtes sur chaque côté, 2 têtes à gauche et 2 têtes à droite. Et donc à la queue à l'arrière, il n'y a rien. Ce qui est tout bonnement inédit dans la saga. Des têtes un petit peu plus espacées, moins bordéliques. Ce qui fera dire d'ailleurs à un des personnages qui découvre la chose pour la première fois à la 37e minute, c'est quoi cette merde? C'est beau quand même que des gens donnent de l'argent pour ça, ça me donne foi en l'humanité un peu quand même. Alors oui, c'est aussi la première fois que j'ai vu le film en version originale et non en version française. J'ai eu peur de louper de la réplique culte, mais au final, j'ai quand même été servi. Alors, côté casting, comme le précédent opus, exit les stars sur le retour. La star, c'est le requin. C'est le requin, yeah. On n'a que des gens que tu sais pas qui c'est. Certains ont joué aussi dans les films susnommés des Sharks que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est bien, tout cela ça reste en famille et ça se ressent à l'écran, c'est de la bonne humeur qui devait régner sur le plateau et ça se voit à l'image. D'ailleurs il y a plein de personnages, tellement que du coup ce qui est génial c'est qu'on n'identifie pas forcément encore une fois qui va être le héros et on ne sait pas qui va y passer du coup dans la scène suivante. Il y a un vrai sentiment d'insécurité, on sent qu'il ne faut pas trop s'attacher à un personnage de peur que celui-ci il passe dans la scène suivante. Alors après il y a moins d'attaques que dans les autres opus. J'ai eu l'impression. Ils sont surtout là, ils ont concentré beaucoup, j'ai trouvé, sur la grosse bataille finale. La grosse bataille finale qui est plus longue que d'habitude. Il y a un effort qui a été fait là-dessus, même si la mort du requin sera décevante, car rien de bien neuf. Il se fera à nouveau exploser avec des espèces de bonbonnes de je ne sais pas trop quoi. On sent quand même c'est limité de tuer quelque chose en mer. À chaque fois, il n'y a pas trop d'idées. Ils meurent un petit peu tout le temps de la même façon. Pourtant, ils auraient pu innover car là, ils ont quand même exploité un nouveau truc. C'est le requin qui avance sur le sable, hors de l'eau, pour tuer ses victimes. Et il va assez loin, le con. Sa technique consistant à mettre des petits coups de pif dans le sable avec ses têtes sur les côtés. Tu vois, il fait des petits coups de tête comme ça dans le sable et il avance. Donc on saute un cap quand même dans la connerie, j'ai envie de dire. La chose évolue. On en saura d'ailleurs un petit peu plus sur sa genèse, issue d'expériences scientifiques qui tournent mal dans un labo, des expériences sur des animaux, enfin c'est ce que nous raconte le hippie de la bande. Il a lu ça sur le dark web. C'est ici qu'ils ont inventé le chihuahua, plaisantera-t-il. A priori, ils ont étudié en fait surtout sur la capacité de régénération de la créature. Puisque rappelons le truc, c'est que tu lui coupes une tête, mais il y en a une autre qui repousse. Et donc, c'est quand même intéressant pour la science. Pourquoi pas ne pas retransmettre ça sur l'homme? C'est vrai qu'il y a une idée à creuser. Alors le hippie au départ, enfin le néo-hippie, parce que c'est pas un hippie, imaginez le vieux hippie 68 ans, non, c'est les néo-hippies. Et il n'est pas très chaud avec tout cela au départ en tant que grand défenseur de la nature, un WWF membre. Mais après la mort quand même de quelques-uns de ses amis, celui-ci prononcera dans un moment de lucidité: je déteste tuer les animaux, mais cette chose doit mourir. Grand bien lui fasse effectivement, mais il y passera aussi malheureusement dans un effusion de sang. Un brin gorasse, car cet opus revient un petit peu aux sources de la saga, à sa fibre cradingue, un petit peu plus dans cet épisode que sur le dernier. Certains étaient un petit peu plus calmes là-dessus, et là ça fait plaisir. Alors l'histoire, je vous ai pas raconté. Elle est cool en plus,
car c'est une sorte de l'île de la tentation, koh mais qui tourne mal, puisqu'en fait ce sont donc des couples qui battent un petit peu de l'aile, hein, je ne vous le cache pas. Et donc ils vont faire une sorte d'excursion sur une île, où ils vont être confrontés à de l'aventure pour renouer un petit peu les liens entre eux, pour retrouver ce qui a été perdu ou juste oublié. Donc des sensations fortes pour retrouver l'amour. Et rassurez-vous que quand tu rencontres un requin à 6 têtes, de la sensation forte, tu vas en avoir pour ton argent. Alors après, ce qui est un petit peu dramatique et pessimiste dans l'histoire, c'est qu'à la fin, il reste que 2 personnages, parce que tous les autres sont dead. Reste un homme et une femme, et qui n'étaient pas un couple à la base. Le loup de mer, qui veut pas signer ses foutus papiers de divorce. C'est un petit peu sa storyline dans le film. Et donc à la fin, il a un crush avec la black délaissée de l'histoire. Donc un couple atypique qui termine quand même ce film osé. Mais toutes ces épreuves, ce qui est bien, c'est que ça les rapprochera au final, car ils s'embrasseront à la toute fin, comme la saga a coutume de terminer chacun de ses films. Ça finit souvent quand même, j'ai l'impression, sur un petit bisou. Mais après, c'est dommage, tous ces morts, car au début du film, ils partaient plutôt confiants quand ils étaient tous ensemble pour affronter le requin. Cette chose à 6 têtes, nous, on en a 8, donc on est plus intelligents, disent-ils. Mais la logique mathématique a ses limites dans l'attaque du requin à 6 têtes. Alors le film propose également des interludes pop, chose jamais utilisée dans la saga si je ne m'abuse. Des moments où tu as les persos qui marchent comme ça, qui respirent, un petit peu mélancolique, avec une petite musique de merde pop qui arrive comme ça en fond. Ça fait toujours plaisir, hein, surtout quand ça se termine sur un petit personnage comme ça qui se fait bouffer alors qu'il était juste là pour crier seul face à la mer sans désarroi. Et là il se fait bouffer comme ça au coucher de soleil, ou au lever de soleil, je ne sais plus. Donc un film complet qui amène la saga sur des chemins encore jamais exploités. Ils savent se renouveler. Hein. J'espère de tout cœur un prochain opus. Car il est vrai quand même, c'est quand même bien difficile de faire un classement des meilleurs films de la saga. J'y réfléchis et je pense qu'en tête, ça restera quand même l'attaque du requin à 2 têtes à la première place. Car c'est le premier, c'est la découverte. C'est un casting quand même de ma boule, hein, rappelons-le. Et puis une énergie de tous les instants. Mais les suites ne sont pas juste des suites pour surfer sur la vague, elles ne déméritent pas. Il y a une vraie démarche derrière, donc bravo et merci les gars, continuez. Bravo. J'espère qu'ils vont en faire quelques-uns de ces films parce que ça fait rêver quand même. C'était en quelle année ce dernier-là? Voilà, c'était 2018. Ah, 2018, ouais, on a vu, ils vont en faire un autre. Hein. Entre la saga des Shark Attack et celle-ci, Bastien, tu préfères... Et des Sharknado. Si tu devais en garder qu'une. Je garde. Après, le meilleur pour moi c'est Shark Attack 3, mais après, cette saga est la plus intéressante. Shark Attack 3, effectivement, grand film. Ouais, il aurait fallu la chroniquer dans l'émission. Ouais. Mais sans les images, c'était pas facile. C'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais. On peut conseiller à nos auditeurs de se jeter sur ce film. Il doit être à 1 euro dans tous les cash converters du monde. Allez-y. On passe au sel au poivre. Voilà. Ah, voilà. Alors, les 2 catégories du jour seront Toxic Avenger, Marvel Avenger, ou les 2. Oh, yeah. Donc c'est un questionnaire de rapidité, hein, n'oubliez pas. Bien sûr. Vous êtes prêts? J'étais prêt depuis longtemps. C'est pas un chef-d'œuvre de mise en scène. Les 2. Pour Alphonse. Ouais. C'est drôle. Toxic Avenger. Non, c'était les 2. Mais attendez, c'était quoi? J'ai pas entendu. C'est drôle. Ouais. Ah, d'accord. C'est drôle, ouais. Marvel. Donc le miam va pour Tony, hein, désolé Bastien. Ah, j'en veux pas. Hein. Ah si, t'en veux. Ça fait 2-2, on est revenu à égalité. Bon là, comme j'avais déjà plus d'idées pour le sujet, je propose qu'on passe à un autre sel ou poivre. Qui sera, c'était juste pour le troll sur Avenger. Qui sera donc Bug, Burk ou les 2. Ouh. Et t'en as trouvé qu'une et après on rechange de scène. J'en ai 17. Oh putain. Alors, vous êtes prêts? Vas-y. 2 frères qui parlent cinéma. Bug. Bah ouais, Bastien dit Bug, mais non, c'était les 2 parce que c'est un peu dégueulasse de vous entendre. Ah. Donc ça fait 3 miams. N'importe quoi. Pour Alphonse.
Les blagues dans ton cul. Les deux. Oui, les deux, on en a fait beaucoup. Se mettre un doigt dans le cul. Berk. Oui, bonne réponse Alphonse. d'Alphonse. Des films de cul. Bug. Ouais, bonne réponse de Bastien, parce que les comptes Twitter de Bastien, finalement, c'est un peu ça. Hein. Ah, j'allais dire aucun des deux. Non, tu peux pas choisir aucun des deux de toute façon. Ouais, c'est ce que je rajoute des trucs. Voilà, ça c'était ma trilogie des culs, maintenant c'est fini. Hein. Ouf, putain. Donc, Bug, Burk ou les deux, on y trouve des dragons. Bug. Non, c'était les deux parce qu'on a parlé de Game of Thrones, donc les dragons, et c'est aussi la ville de la franchise Dragon. Oh. Ah, j'ai été malin sur celui-là. C'est beau, c'est beau. Bug, Burk ou les deux, personne n'aime vraiment ça. Bug. Non, Les deux. c'était les deux. Sébastien qui a répondu en premier, il me Ouais. semble. Oui. Ouais, donc non, c'est les deux parce qu'on n'a pas beaucoup de fans, quoi. Autant être honnête, quoi. On avait répondu bug tous les deux de toute façon, Bastien. Hein. Oui. Le Burk, on n'aime pas ça non plus, quoi. Parce que c'est Burk. Oui, c'est vrai. On se sera quand même bien marré. Un bug. Oui. Bastien, là, t'es en train de te faire distancer, hein, c'est bout à 3. Tout se joue dans la distance. Et une petite dernière, Bug, Burk ou les deux, les hommages aux pédophiles. Ah bah, Les deux. ah, c'est pas Burke, c'est pas Burke. Ouais, Bastien a répondu les deux en premier. Ah bon, c'est Burke. Non, c'est les deux. Ah. Bastien a répondu les deux en premier. Non, mais c'est Donc, pas bien. miam pour lui. Donc, ça fait 8-4 à l'issue de ce sel ou poivre. Fou, là. C'est tendu, Bien joué. ouais, c'est tendu. Du coup, c'est très très tendu. Du coup, on en est où là, les gars Bah, je vais conclure, moi, avec. Je crois que Bastien a encore une ouais. chronique. Avec mon dernier point. Très bien. Le point clacasse du jour. Ouh, le 5 sur 6. Alphonse me demandait encore il y a peu, c'est quoi le dernier bon film, mais vraiment très bon film que tu as vu? Je savais pas trop quoi répondre à cette question. Eh bien, Et maintenant, tu sais. Maintenant, je sais quoi dire. Je crois que je sais de quoi il va parler. Oui, moi aussi, et je sens qu'on va se régaler. Donc la dernière 2h40. La dernière claque, vous l'avez compris, il s'agit de Dragged Across Concrete, le dernier film de celui qui était déjà mon petit chouchou et dont je vous ai parlé tout à l'heure, S. Craig Zeller. Donc film encore une fois, pas encore, ou qui ne sortira pas au ciné chez nous. J'ai pas envie de perdre mon temps à insulter les distributeurs. Hein. Quand on a déjà vu ces deux précédents films, il n'y a rien de plus à ajouter. Les films parlent d'eux-mêmes. Donc, grosse attente pour moi sur ce film. Ajouter à cela un Mad Mel Gibson au casting et toute une ribambelle d'acteurs sympathiques, hein, la plupart ayant déjà été dans les précédents films du bonhomme. Vince Vaughn, Don Johnson, Jennifer Carpenter, Udo Kier, Michael J. White, Laurie Holden. Une histoire dont je ne savais quasi rien, et c'est exactement comme ça qu'il faut voir le film, et tous les films du bonhomme d'ailleurs. Je ne dirai rien ici, je ne vous dirai pas de quoi ça parle, je ne veux pas vous gâcher le film. Sachez juste que si vous trouviez les précédents films du bonhomme déjà trop longs et étirés, bah là, ça va pas vous réconcilier, puisque c'est violent. car c'est le plus long. 2h38, générique de fin inclus. Le film fonctionne toujours en slow burn, en combustion lente. Autant dire que ça passe ou ça casse pour le spectateur. Moi, j'étais à fond dedans. Alors, il s'agit probablement de son film le plus solide. C'est très bien écrit. Le mec, il aime le dialogue, ça, on sent qu'il aime s'écouter, il aime écrire. Et d'ailleurs, il a écrit aussi des romans avant de faire des films. Et c'est un cinéma extrêmement verbeux. C'est pour ça qu'il est souvent comparé à Tarantino. C'est vrai qu'ils ont plein de points communs, certes, mais parler de ces films et surtout celui-ci comme un sous-Tarantino, c'est à mon avis extrêmement réducteur, en plus d'être totalement à côté de la plaque. Zeller, il creuse son propre sillon, et au vu de ces trois films, on voit déjà des similitudes entre eux, des échos, le mec a son style et son univers. Il est en train de bâtir une œuvre fascinante et unique, avec en plus trois films au genre quand même différents, mais qui portent la patte de Zeller. Alors je savais pas trop quoi à m'attendre en regardant le film, même si maintenant, ayant vu ses précédents films, on sait un petit peu à quoi ça peut ressembler. Et ben pourtant j'ai été surpris et embarqué. Tu sais pas où ça nous emmène et il faut se laisser porter par le voyage. Le film est extrêmement proche de Bone Tomahawk dans sa construction. Il y a toujours ce rythme particulier, ces personnages incroyablement vivants.
cette noirceur qui dégouline de partout, ces ruptures de ton qui t'explosent au visage. C'est un bonheur de cinéma, c'est magnifique. Gibson qui contemple une cigarette qui se consume, tout est dit dans ce plan d'ouverture pour lui. La musique, pareil, tu la connais pas, ça a été composé spécialement pour le film et avec Zeller qui y participe, parce que le mec il sait tout faire. Il a déjà fait ça sur Bone Tomahawk, la chanson finale. Et du coup, voilà, c'est un espèce de genre funk, hip-hop ou je ne sais pas trop quoi, donc ce qui est assez éloigné de ce qu'il faisait, parce que je crois que c'est plutôt un métalleux à la base. Et du coup, cette musique inédite, ça apporte, j'ai trouvé, un vrai cachet en plus au film. Il est ceux quand même de Zeller, de ceux qui savent renverser les codes, les chemins balisés. Il les triture avec son tempo bien à lui. En plus, rappelons que c'est encore une fois un tout petit film, j'imagine. Je connais pas le budget, mais à mon avis, c'est pas folichon. Et pourtant, le mec t'offre un rendu. Alors certains lui reprochent à chaque fois un côté réel de DTV. Bah putain, si tous les DTV avaient cette gueule, bah moi je signe tout de suite. Et si Netflix aussi, bon ça c'est gratuit, mais pouvait nous offrir ça aussi. Car il pourrait, j'imagine, proposer ce film-là, ça doit pas coûter des montagnes, bah le monde s'emporterait quand même autrement. Enfin bref, j'ai pas envie de m'éterniser dessus. Regardez Dragged Across Concrete dès que vous pouvez, voyez ces autres films. Je voulais conclure Bug de la meilleure des façons, avec des films un petit peu, vous avez vu dans mon sommaire, drôles, surprenants, qui ne ressemblent pas à ce qu'on a l'habitude de vous présenter, et terminer là maintenant avec celui que je considère comme mon poulain, Steven Craig Zeller. Bah, je ne pouvais pas vous offrir plus beau cadeau. Donc merci à toi bonhomme, continue de nous faire une belle carrière, et si vous n'aimez pas ces films, je peux vous dire alors que je ne vous aime pas non plus. Oh putain, mais merde. Et là, vous voyez pas, c'est pas mon doigt que je l'aime, c'est pas comme Piala. T'as vite. Exactement. Bon, très bien. Alors maintenant, la parole est à l'accusation. Seb. Ouais, non, mais en fait, je suis pas complètement en désaccord. Hein. Le film est très très beau. Enfin, je trouve que le mec a beaucoup de talent dans la mise en scène. En fait, il y a tout pour me plaire dans le film, le scénariste, le réalisateur, le cast, Gibson, et j'étais extasié rien que sur le duo Gibson-Vaughn. Hein. Et le pitch aussi me plaisait énormément. Puis il y a le film, quoi. Il est putain de trop long, quoi. 2h40, c'est juste infernal, quoi. Sur 1h30, ça aurait été parfait, limite 2h, mais là, c'est trop étiré, quoi. J'avais déjà tendance à trouver que Brawl in Cell Block 99 tournait un peu à vide, mais ça passait parce qu'il y avait ce côté ultra violence qui me plaisait. Mais en fait, dans le film, il y a tellement de trucs qui servent à rien, comme le perso de Jennifer Carpenter, par exemple. Tu vires ça, ça change rien vis-à-vis de sa non-importance, quoi. Parce que t'as quand même, allez, je vais dire, t'as 5 grosses minutes de séquence qui t'introduit le personnage. Donc je me dis, bon, elle va être importante. Bah non, en fait. Donc tu l'aurais pas présenté, elle aurait juste été là pour faire ce qu'elle fait et basta, quoi. Donc non, il y a plein de trucs comme ça, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de scènes qui servaient à rien. J'ai l'impression de voir le mec se regarder s'écrire et filmer, et ça m'a un peu gêné par moments. Mais je te dis, si tu coupes tout ce qui ne fonctionne pas et fait chier, tu regardes que l'intrigue principale, les deux personnages principaux, et t'as un film de moins de 2 heures et il est vraiment très très bon. Et c'est là où je suis absolument pas d'accord avec toi, parce que justement, je pense que là où la qualité de ces films se trouve, c'est que dans le fait d'étirer tout ça, et je pense que le film n'aurait aucun intérêt s'il ne faisait que 1h30 ou 1h45, puisque le scénario, quand même, tu racontes l'histoire, c'est extrêmement simpliste. Donc ça reste toujours aussi simpliste, c'est juste que là, pour le coup, c'est chiant. Ouais, mais non, mais justement, là, t'es surpris par la longueur de comment il t'amène les choses d'une autre façon. Pour moi, justement, le personnage de Jennifer Carpenter, tu t'attends pas à ce que ça se termine si vite, quoi. Ouais, mais bon, du coup, sa scène, elle est chiante. Elle était déjà chiante à la base, et puis... on t'offre un petit peu d'humanité, et paf, ça t'explose à la gueule, quoi. Ouais, de toute façon, on a établi que je connaissais mieux tes chroniques que toi, donc... Non, mais de toute façon, on peut dire la vérité, là, c'est la dernière émission, moi j'en ai marre de faire semblant, les auditeurs ont le droit de connaître la vérité. Ça fait quand même 50 podcasts que vous nous emmerdez avec vos films de super-héros, de Star Wars. Vous avez quoi dans votre collection de Je vais parler d'un seul Star Wars. Vous avez quoi dans votre collection de Blu-ray, monsieur? Moi, j'ai Retour vers le futur, là. J'ai Tree of Life, j'ai Série Noire, j'ai Scott Pilgrim. Tree of Life, c'est de la merde. J'ai Avatar. Vous avez quoi, vous? Vous avez du Marvel? Je crois que tu les as tous dit, là, Bastien, en fait. Oui, presque. Oui, c'est tous ces DVD.
Écoutez, moi je me retourne et j'ai Howard le canard. Alors déjà, Voilà. monsieur, moi je m'y connais plus en cinéma. Je pense que les gens feront leur propre avis en sachant tout ça. Mais pour revenir plus sérieusement au Craig Zeller, c'est sûr qu'il sortira pas en France? Bah, Si, y a il va rien- sortir, mais y a rien annoncé, mal je quoi. crois. Il va sortir comme Brawl directement en DVD. Ah ouais, parce qu'il vient d'avoir un prix au festival de Beaune, non, si je me trompe pas. Ah ouais, je sais pas. Je Danny crois, Boone je crois. Ouais, le même. Et ouais, je pensais que du coup, ça allait peut-être pouvoir accélérer une diffusion salle, Bonhouse. même en catimini, mais. Parce que je crois qu'il est visible sur Amazon ou un truc comme ça. Ah, Donc, Ouais. très bien. Ouais, et du coup, si, comme moi, tu n'as vu aucun de ces trois films, tu conseillerais de commencer par lequel? bah, pas par le deuxième, mais. Pas Bone par- Tomahawk, c'est son meilleur, je pense. Moi, je pense que celui-là est le plus solide, le dernier, mais. Ouais, mais il fait 2h40 et il y a 40 minutes qui servent à rien. Un petit peu comme cette émission. Cette émission, il y a 2 heures qui servent à rien là. Là, on a 1h35 de trop. Et- Ah non, non, non. Pas tout à fait. Est-ce qu'il y a une épreuve du burger là? Bah, on va passer au menu. Eh ben, allez, vas-y. Comme c'est toi qui as la main, c'est toi qui choisiras le menu. Donc j'ai 3 menus pour vous. J'ai un menu réplique culte, un menu l'espace frontière de l'infini, ou un menu mes mensurations, un menu pas lié au cinéma, c'est vrai, mais c'est chouette pour ceux qui veulent vraiment me connaître dans les moindres détails, au centimètre près, ou bien encore pour les tailleurs, car ce sont toujours des informations qui peuvent avoir leur importance si vous voulez m'offrir un costume. Bah, je vais prendre les répliques cultes. Hein. Ouais. Vas-y. Ouais. Alors, d'après les Monty Python dans Sacré Graal, on brûle les sorcières parce qu'elles sont faites de bois. Mais comment savoir si on est bien face à une sorcière? Dans Sacré Graal? Ouais. Ah putain, merde. Ah putain. Ah ouais, elle est chaude celle-là. Ah putain, mais oui, c'est pas comme si j'avais vu le film 10 fois quand même. Mais je vois le truc de Witch et après ça se met à flamber, mais pourquoi il manque un truc? Ah, je sais plus. Non, bah c'est parce qu'en fait le bois flotte sur l'eau, tout comme les Ah, canards. putain. Donc si elle fait le même poids qu'un canard, ça veut dire qu'elle est faite de bois et donc c'est une sorcière. Ah putain, oui. Ouais, je sais. Ah là Elle là. était belle celle-là. J'ai envie de le revoir. Ouais. Ma réplique préférée c'est faites chez la vache. En français dans le texte. Question suivante. Qu'est-ce qui déconne aux femmes Rick Hunter? Il faut que je trouve le film, c'est ça? Non, tu me réponds juste qu'est-ce qui déconne aux femmes Rick Hunter? Réponse, rien. C'est une bonne réponse. Dans quel film le narrateur nous dit-il qu'avec le canon d'un flingue entre les dents, on ne prononce que les voyelles? C'est pas dans True Romance? Ah c'est pas- non, Moi, je c'est l'ai. Fight Club. Ouais. C'est C'était dans Fight quoi Club. Fight Club. Fight Club. Ah, c'est dans Fight Club, putain. Eh ouais, désolé. Ouais. Et une petite dernière. Ouais. On n'est pas trop cinéma, on est plus série là. Comment Hannibal Smith aime-t-il que ses plans se déroulent dans l'agence Tourisque? Sans accro? Exactement, bonne réponse. Eh ouais. Et à l'issue de ton menu, nous sommes donc à 10 à 4. Bravo. Ah, ça peut revenir. Hein. Alors Bastien, est-ce que tu préfères l'espace frontière de l'infini ou mes mensurations? Je voudrais un petit exemple des mensurations, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Alors, quelle est la longueur de mes jambes à 2 cm près? J'ai aucune idée déjà normalement comment est constitué l'homme. Est-ce que tes deux jambes ont la même longueur déjà? Je pense, oui. J'ai les pieds plats, si ça peut vous aider, mais bon, on parle des jambes donc. Je dirais 1 mètre. Ouais, 96, t'étais pas loin. Hein. Ouais. Un autre C'était exemple à combien après? Un autre exemple, ma largeur d'épaule est de 19 pouces et demi. Ça fait combien en Putain, centimètres? on pousse. Ça fait combien en centimètres hein? 19 pouces et demi. C'est pas. Ouais, c'est 48. J'imagine que tu vas sur l'espace frontière de l'infini. Je vais aller là-dessus, même si ça ne m'inspire pas trop comme ça. Bah, tu vas rester à 4 peut-être. De quelle planète vient Monsieur Spock? La planète Vulcain. Bonne réponse. À ses débuts, Superman ne pouvait pas voler. Que faisait-il? Ne pouvait pas voler à ses débuts. Bon, je sais pas, Non. il se Marchait. masturbait dans du papier de verre. Eh non, ce serait bien, mais non. Non, il sautait parce que le personnage de Superman est inspiré entre autres par John Carter. Ah. Eh oui.
John Dans Carter Gravity. de l'urgence. John Ah ouais. Carter, oui absolument. John Carter dans basketteur. l'urgence qui s'appelle comme ça pour John Carter de Mars. C'est un John Carter, c'est un basketteur ça. Non, tu confonds à mon avis. Le cycle de Mars. I know. Donc, question suivante. Dans Gravity, comment s'appelle le pêcheur inuit avec qui Sandra Bullock parvient à communiquer? Ah, Joseph. Merci. C'est Joseph, mais c'est la vraie prononciation, c'est Aningad. Mais c'est en VF ça. Aningad Elmaleh. J'imagine. Et tu veux une dernière question à laquelle je sais que tu vas répondre encore n'importe quoi. Dans Star Wars, Peter Cushing, qui interprète Moff Tarkin, trouvait les bottes de son costume très inconfortables. Que portait-il dans la majorité de ces scènes où l'on ne voit pas ses pieds? Des tongs. Il portait des palmes. Eh non, c'était des pantoufles. Oh, Peter Cushing. Et à l'issue de notre menu, nous sommes à 10-5 pour Alphonse. Bravo. Et il reste encore une épreuve? Non, c'est fini. Il nous restera après l'addition. Parce que Voilà, comme l'addition. le burger de la mort, vous pouvez tricher, on va pas le faire. Ah, effectivement, c'est vrai que ça serait trop simple de pouvoir écrire sur des petits papiers, genre de choses. Ok, bon bah écoutez, du coup, Bastien, t'as fini tes chroniques, Ouais. c'est ça? Ouais. Alors du coup, bah, je vais me lancer dans ma dernière chronique et ce sera ma troisième au bout de ces 50, ces 50 numéros. Et alors devinez ce que je vais chroniquer, les gars. Je vais chroniquer Bug. Mais non, pas le film de William Friedkin. Parce que personne ne l'a vu. Et Mais qui non, nous je vais dit- chroniquer. Il y a Michael Shannon qui est sympa dedans. Oui, mais il est nul quand même. Alors, du coup, je vais chroniquer Bug le podcast. Alors, Bug le podcast, parce qu'on a chroniqué quand même des jeux vidéo dans ce podcast, on a chroniqué des films, des séries, mais on n'avait pas encore chroniqué les podcasts. Donc, du coup, voilà, c'est une première et une dernière. Ça a commencé avec des moyens techniques proches de ceux de Norbert Moutier. Tony, Et... tu m'entends? Oui, Tony, oui, je t'entends. tu m'entends? Ah, quoi? Tu nous entends? Attends, on a perdu Bastien. Bastien? Et du coup, pour se finir à peu près au niveau de ceux de la période de Jess Franco, de la deuxième moitié des années 60 quand même. C'est pour vous situer un petit peu le machin. On n'a jamais été plus haut parce qu'on est des gros branlos. Enfin, je suis un gros branlos et que voilà. Hein. Bug, qu'est-ce que c'est aussi? C'est à peu près 147 films chroniqués, 33 séries. Alors, je tiens à préciser que ce sont des chiffres non exhaustifs. Enfin, je me suis pas amusé à tout raconter, les gars, vous doutez bien. 17 imitations dignes de Michel Leb. 43 allusions pédophiles. Là, on a été pas mal, hein, franchement. On a été servi On en a, même eu, temps. on a eu une belle actualité à ce niveau-là, c'était plaisant. 72, 33, à peu près 112 blagues qui sont tombées à l'eau, des fois pour des niveaux sonores où tout le monde se parlait par-dessus les uns les autres et compagnie. On a également eu une émission donc sans vrai présentateur où le fichier son a disparu momentanément dans l'histoire de l'internet. On a eu une coupure de courant suite à un orage. Mais c'était celle-là, non? Je sais plus. Je crois que Ah, c'est la c'était même. peut-être la même. Ouais, on avait un beau combo quand même. Qu'est-ce que c'est aussi Un décalage. Des décalages sont bien entendu. Des émissions montées par Seb à 2h du matin. Il n'en pouvait plus. C'était Et la qui parfois souffrance. devait aller travailler à 5h. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a aussi? On a eu 18 pseudo Twitter à base pornographique venus de Bastien. Bon, tout à l'heure Seb l'a déjà un petit peu balancé, mais spoiler alerte et twist, j'ai même envie de dire twist pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas encore, qui n'auraient pas encore compris. J'ai un frère qui est dans l'émission. C'est pas moi. Voilà. Devinez qui c'est maintenant. Voilà. Et... Salut, c'est Kevin, c'est pas moi non plus. On a effectivement eu 4 apparitions de Kevin Feige il est venu pendant un bon moment et après il a totalement disparu. On a fait 2 hors-série quand même. On a fait une super émission hors spéciale Bong Joon-ho quand même, qui est un peu notre chef-d'œuvre. Je crois que les garçons, vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Non. On doit culminer à 230 vues ou quelque chose comme ça, je pense. Je sais crois même pas, non, je crois qu'on est à une centaine seulement. Ah merde. Oui. Et donc voilà, on a dépassé à peu près les 500 vues avec nos 50 émissions cumulées, peut-être.
Peut-être pas. Je suis pas sûr. L'émission qui a fait le moins de vues, elle doit culminer à, je sais pas, 17 peut-être. 24. Un truc comme ça, ouais. Et sinon, Bug, c'était quoi aussi? C'était des séries de merde, hein, beaucoup venant de chez Netflix, hein, merci à eux. On vous aura bien chié dans la gueule quand même. C'est plaisant. Dommage parce qu'on pourra pas mettre la même chose à Disney, Disney Plus qui arrivera. Voilà. Il y a eu aussi une Nora, un Marcus, un appartement, un lave-vaisselle récalcitrant avec un mode d'emploi incompréhensible si je me souviens bien. Des voisins bruyants. Un poil qui se déclenchait régulièrement au cours des émissions, des bruits de pas dans les escaliers, voilà, toujours ces petits détails techniques qui font le charme et le sel de cette émission qui était faite avec beaucoup de mauvaise foi. Je peux juste revenir 2 secondes sur les vues. La sûr. moins vue est à 13. Ah putain. Alors c'était quoi le programme de celle-là? C'était Sabotage, I Love You Daddy et Sharp Objects. Oh putain, on avait été vraiment chercher des choses que les gens avaient envie de voir. Et voilà. Donc oui, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que voilà. Au niveau musical, on a quand même été une vidéo qui a été supprimée de YouTube grâce à Madonna. Merci. C'est quand même aussi un autre fait de gloire de l'émission, faut le rappeler. Du coup, ensuite, on a été obligé de bruiter tout à la bouche et c'était moche. On a eu une intervention de Jean-Pierre Coff aussi à un moment, des guest stars à droite à gauche. On a parlé 41 fois de Emmanuel Macron, mais c'était aussi très ciblé sur une courte période. Après, on n'en a plus du tout parlé. Donc voilà, Bug, ça se laissera une petite trace, comme une petite trace de slip, enfin dans le slip, quand t'as un début de gastro et que tu as du mal à contrôler tes sphincters. Donc voilà, beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme et puis aussi beaucoup de galères et compagnie, mais c'était chouette, on regrette rien. J'espère que pour ceux qui ont tout écouté, bah merci à vous déjà, parce que ouais, il y avait des fois où il fallait s'accrocher pour nous suivre. Ah oui, c'est un dernier chiffre que je veux donner, c'est que sur les 140 et quelques films que nous avons chroniqués, il y a eu exactement 6 pitch de résumé de film. Donc parce que c'était quand même une grande spécialité de l'émission, c'est qu'on ne racontait pas du tout de quoi parlait le film. Donc les gens c'était pas facile. C'était pas facile pour vous et donc du coup bah merci à vous de nous avoir suivis. Merci Bastien, merci à Seb, ça a été un plaisir et puis voilà, du coup, je pense que pour conclure l'émission, Seb, tu peux nous envoyer la dernière épreuve du Burger Quiz. L'addition. Et ouais. Donc nous sommes à 10 à 5 miams pour Alphonse. Là, 3 miams par bonne réponse. Le premier à 25 a gagné. Grosse pression. Et nous ferons une addition spoiler. Je vous révèle la fin du film, vous me dites lequel. Oh shit. Ok, vous êtes prêts? Ouais. Bruce Willis est mort depuis le début. Sixième sens. Bravo. La tête de Gwyneth Paltrow est dans la boîte et le méchant gagne. Ah putain de merde. Mais non, j'ai pas le droit de la On est à égalité là. Déjà? Non, même il est à 11. Il est à 11 là, le petit Bastien, il t'a battu. 10 à 11. La nourriture est faite à partir de gens. Fight Club? Non, Mais Soleil non, Vert. qu'est-ce que tu racontes? Soleil Vert. Soleil Vert, ben oui. Ouais, putain. même à Bastien. J'étais parti sur South Park, moi. Ah non. Non. Il était sur la Terre depuis le début, mais dans le futur. La planète des singes. Oui. Après Il en reste combien? Il en reste combien? Il en reste plusieurs, mais on est à 13 à 14. C'est serré. Dark Comme Vador dans est le les- père de Luke Skywalker. L'Empire contre-attaque. Oui, Ouais. je me demandais si vous allez citer le bon ou juste dire Star Wars. Non, c'est l'Empire. Quand même. 17 à 13. Oh putain, je suis loin. Pi. Norman Bates aime se déguiser en sa Sticos. maman. Oui. 16 à 17, c'est serré comme dans J'ai un une slip. blague qui est passée sous silence, c'est pas grave. Ah, bah si, regardez. Une de plus. Non, mais quand tu Vas-y. disais 16 à 17, je disais Pi, le film, quoi. Genre, je sais pas, Pi. Et Encore. c'est serré, c'est comme dans les fesses d'un petit garçon, comme dirait Christian Quesada. Exactement.
Donc nous avons... En fait, on ignore toujours si c'était un rêve ou la réalité. Inception. Oui, Ah putain, ça aurait pu être tellement. c'est vrai. Mais c'était Inception, là, en l'occurrence. Elle a enfermé son fils dans la cave par accident et il en est mort. Oh merde, vous l'avez pas celui-là? On l'a pas vu. Tu nous as spoilé. Produit par Guillermo del Toro, réalisé par... L'orphelinat. Oui, voilà. Non. Ah, c'était l'orphelinat. Ah si, je l'ai vu, mais tu vois, je me souviens pas. 23 à 16, Bastien peut gagner. Je peux Vous pas. êtes prêts? En plus, c'est ma dernière question, donc si vous voulez, j'aimerais beaucoup que Bastien gagne. Il a été manipulé de manière à tomber amoureux de sa fille et de la baiser. All boy. Ah putain, on est à 19 à 23, il faut que j'en trouve un très rapide. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait non. dire? J'ai une idée. Un Marvel, là. Non, on va faire... Ah oui, bah ils meurent tous et disparaissent en poussière. Endgame. Avenger Endgame. Ben non, tu viens de donner les mêmes à Bastien parce que c'était Infinity War. Donc Bastien gagne sur Avengers. Attends, ils meurent vraiment tous? Non, il meurt pas en fait. Mais il Ah, meurt putain. pas à ce moment-là. Oui, on va pas commencer à chipoter. Hein. Et bien bravo Bastien, c'est une victoire écrasante. Bravo. 25 à 19. Merci. Bravo. Tu gagnes un burger quiz, mais comme il n'y a pas de burger de la mort, tu ne gagnes rien. Oh. Pas de Jeep Renegade. Non, désolé. Et il faut encore gagner le petit cruiser des fois? Non, maintenant c'est la Jeep Renegade. Ah, j'ai pas regardé les nouvelles générations. Je vais faire. Bon, bah du coup, on est à 1h50 d'émission, hein. C'est pas mal. Je crois qu'on va pouvoir conclure. Voilà, on va dire au revoir. Je crois que Seb On va voulait dire nous au- faire quelque chose encore. Bah, je voulais dire au revoir. Tu voulais pas Ah, faire vas-y. une réplique Non, Oui, je voulais dire au revoir et merci correctement, si vous le Ah. permettez. Vas-y. Alors, vas-y. Alors, au revoir Bastien et tes 1001 identités, ainsi qu'à tes chroniques de 17 secondes pour dire que t'as aimé Babysitter tout en admettant d'avoir finalement rien à dire dessus. Merci Alphonse pour tes 1001 chroniques, non je déconne, il n'y en avait que 4, et parmi elles Power Rangers et My Little Pony, ce qui en dit quand même long sur tes désirs de cinéma. Merci à notre ami Kevin Feige pour ses interventions. Ah ouais, merci à tous pour ces beaux moments. Eh, Bastien Bastien Oui. T'es un connard. Oui, merci Kevin. Et merci à Claudie le clown, personnage apparu une fois, mais comme je l'ai pas trop senti, je me suis dit que j'allais éviter de le faire revenir. Bonsoir les enfants, c'est Claudie le clown. Au revoir tout le monde. Oui, et au revoir et merci à ces 25 rubriques créées par Alphonse qui n'auront duré le temps que de 3 émissions avant de disparaître pour être remplacées par une autre qui disparaîtra aussi, et ainsi de suite. Merci à nos amis de Boon House, évidemment. On vous aime, les gars. Au revoir et merci aux films de super-héros. Et oui, j'ai vu Shazam, mais j'en ai pas parlé. Et puis, merci à nos auditeurs. Enfin, voilà. Et surtout, bah, merci et au revoir, Bug. Ciao. Bah, c'est un dernier mot. Bah, on peut rappeler peut-être les comptes Twitter. Moi, j'en avais un sous le coude. Hein. Ah bah bien sûr, on va conclure comme si c'était pas la dernière. Donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter de l'émission. Je pense qu'on ne le fermera pas, hein, ce compte Twitter. Donc c'est Bug le podcast, toujours tout attaché. Je suis Alphonse Dadet. Seb c'est Grumpy Seb. Et Bastien, ton compte Twitter c'est... Roberto Esquivel Cabrera. Oui. Oh putain. J'ai vu grand pour la dernière. Très grand. Très très grand. Le nom ne vous dit peut-être rien, mais moi aussi, hein, jusqu'à ce que je prépare ce moment. Je passerai sous silence les mots que j'ai tapés dans mon moteur de recherche, mais sachez que ça mesure 48,21 cm. Ça fait peur aux femmes. Je l'ai volontairement, rallongé en tirant dessus à l'aide de poids. Alors oui, vous riez, mais j'ai du mal à m'agenouiller ou à enfiler un uniforme. Mais pour... Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu la flore, le film chilien, là, vous avez entendu parler? Nous, c'est la flore de la bite, ce mec. Je reçois une aide en tant que handicapé. Hein. Enfin, je souhaite un jour trouver un travail dans l'industrie, la belle et grosse industrie. Hein. Donc, ajoutez-moi sur les réseaux sociaux. J'espère juste de trouver quelqu'un à ma taille. Non, c'est beau. T'imagines Mimimati? Bon, allez.
Donc je crois que pour terminer, nous allons tous, enfin tous les trois, je crois, balancer une réplique qui pourrait conclure en beauté cette émission, ce podcast. J'avais complètement oublié que je vous avais demandé ça. Heureusement que tu nous avais lancé. Non, mais alors, j'en ai une. Alors, qui veut commencer? Seb, tu commences? Bang. C'est la dernière réplique de Cowboy Bebop. Comme ça, je Bastien. reste en... Bah moi pareil, Dans le j'avais thème. totalement oublié qu'il fallait préparer une réponse. Putain, il y a que moi qui avais pas ça. J'y ai repensé en fait aujourd'hui dans la douche que j'ai prise vers 15h. Je prends des douches très tard, mais bon, c'est dimanche, hein, je vous emmerde. Et en fait, la première réplique finale qui m'est venue à l'esprit et qui est vraie, qu'elle est de celle que j'aime le plus répéter à longueur de journée, c'est la réplique de fin des temps modernes, le magnifique film de Charlie Chaplin, qui se termine sur ces mots. Voilà. C'est beau, c'est profond. Très bien. Je pense qu'on aurait dû te garder pour la fin. Bah écoutez, du coup, moi j'avais, moi j'avais préparé l'émission pour une fois, les gars. J'en avais sélectionné 3. Alors Bastien en a déjà donné une pendant sa chronique. C'était si vous ne m'aimez pas, sachez que je ne vous aime pas non plus. Ça c'était la première. Ma deuxième c'était I think it's the beginning of a beautiful friendship. Donc les cinéphiles reconnaîtront. Et puis la dernière, je vous laisse aussi également chercher à quel film ça appartient, mais c'est hey, la porte, elle va se fermer toute seule. Voilà. Bon ciao ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut Kevin. Bisous. Bisous. Tac.